Merci, Dominique. Alors, ben, bonjour et bonsoir donc à chacun d'entre vous, selon le moment où vous êtes, selon l'endroit où vous êtes et au moment que vous allez écouter donc ce petit visionnement donc de la conférence Conscience dans les univers parallèles. Alors, moi, mon nom est Sylvain Bélanger, donc ça fait plus de 30 ans que je fais des pratiques intuitives, donc je fais des lectures intuitives de différents types avec une clientèle qui me demande finalement donc de répondre à des questions qui soient d'ordre personnel, qui soient d'ordre professionnel, relationnel, bon, au niveau de la santé. Puis évidemment, je fais des soins également parallèlement à ça pour amener les gens donc à favoriser leur épanouissement de chacun d'eux. Et puis, à travers ces années-là, bien évidemment, j'ai eu un intérêt pour l'enseignement, puisque je constatais pour moi, en tous les cas, que l'habileté intuitive, c'est pas quelque chose de mystérieux. En tout cas, à travers les années, à travers la pratique, j'ai comme constaté qu'il était possible de développer ces habiletés-là. Moi-même, je les ai développées. Et d'autre part, j'enseigne depuis près de 25 ans, sans doute, là, à peu près en termes d'années, afin d'amener justement les gens à développer ces habiletés-là. Donc, je pense que je suis bien situé là, considérant cette pratique-là pour parler d'aujourd'hui du sujet que je vais vous parler, puisque c'est un sujet évidemment qui me tient à cœur, qui m'a toujours fasciné, puisque dans ma pratique intuitive, cette idée de la conscience qui existe dans les univers parallèles, c'est quelque chose que j'ai vécu à travers les années, à travers des expériences que j'ai vécues, qui m'ont amené des questionnements, puisque évidemment, je n'étais pas en mesure de tout comprendre ce qui se passait, puisque souvent dans la littérature qu'on le retrouve dans les livres ésotériques ou spirituels, on ne trouve pas des informations qui expliquent ces phénomènes-là. Donc, je me retrouvais avec des choses que je ne comprenais pas toujours. Et avec le temps, bien évidemment, la physique quantique est amenée à porter donc une compréhension qui fait que ça vient enrichir en quelque sorte toutes les observations que j'avais faites à travers les années. Donc, on va essayer ensemble de faire un petit voyage pour mieux comprendre comment la conscience se manifeste justement à travers les univers parallèles dont il était question, que je vais vous présenter à l'instant. Donc, j'ai également écrit un livre tout récemment qui s'appelle « Découvrez votre spirale évolutive ». Il y a également un livre qui s'appelle « La spirale évolutive en bref », qui est un peu le pendant en résumé du livre sur la spirale évolutive. Je vous en parle parce que dans la conférence, vous allez voir qu'il y a un petit peu de questions de cette logique-là de la spirale évolutive. Puis évidemment, j'avais écrit un autre livre qui est plus pratique, qui s'appelle « Décollage intuitif et soins psycho-énergétiques ». Ce sont tous des livres qui sont disponibles à travers mon propre site si vous êtes intéressé ou par biais d'Amazon. Voilà. Donc, commençons la conférence si vous le voulez bien. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que la conscience? Parce qu'évidemment, il y a plusieurs définitions de la conscience. Puis évidemment, celle que je vais vous présenter, elle tient compte de mes observations, mais également aussi la physique quantique qui amène donc des réflexions. Ce n'est pas des vérités absolues dont il est question ici, mais c'est donc des hypothèses que les scientifiques de la physique quantique ont pu amener à travers leurs réflexions et elles sont intéressantes considérant évidemment ce que moi j'ai pu observer dans ma pratique. Alors, vous voyez, moi, ce qui m'intéresse, c'est la pratique. Je ne suis pas quelqu'un j'aime la théorie, mais j'aime bien quelque part l'appliquer à la pratique. Et puis, évidemment, c'est ça qui m'a intéressé avec la physique quantique. Ça me permettait de donner une théorie enrichissante par rapport aux observations que j'avais faites. Donc, la conscience, bien évidemment, j'en ai déjà parlé dans les conférences précédentes, c'est qu'on sait que le cerveau, la conscience se localise dans le cerveau, mais avec la physique quantique, on comprend que cette conscience-là n'est pas strictement reliée au cerveau. Il y en a qui vont dire qu'elle est au niveau du cœur. Elle est au niveau du cœur également, la conscience, par le fait que le cœur est en relation très étroite avec le cerveau. Et on sait que le ventre a également aussi une part de conscience qui est là. C'est ce qu'on appelle le gut feeling, c'est-à-dire les sensations quelque part très instinctives qui se manifestent à travers toutes les pulsions qui peuvent se manifester au niveau du ventre. Alors, ça, c'est les trois grandes consciences qu'on reconnaît aujourd'hui. On peut ajouter donc la quatrième, qui est celle de la physique quantique, qui reconnaît que la conscience, elle est partout. C'est-à-dire que le champ énergétique qui est émis par mon être, ce champ énergétique-là qu'on appelle l'aura, le physicien Pop aussi, qui a démontré que le soleil émettait de la lumière et que les cellules du corps absorbaient et rémettaient cette lumière-là. Donc, tout cet ensemble d'émissions lumineuses qui se manifestent de nos cellules, bien, on peut dire, d'un point de vue intuitif, que cette lumière-là est animée par une conscience. Cette conscience-là, c'est quoi? Mais c'est Sylvain Bélanger, mais Sylvain Bélanger dans sa globalité. C'est-à-dire que moi, dans mon cerveau, je suis capable d'enregistrer un certain nombre d'informations qui fait que je suis capable de dire, bien, Sylvain Bélanger est comme ceci, comme cela. Si je suis capable d'accéder
à cette vérité, je vais l'appeler comme ça, qui est l'ensemble de mon champ énergétique, je suis capable d'avoir une vision globale de Sylvain Bélanger, non pas seulement par ce que je connais de lui dans mon cerveau, mais également par l'ensemble des informations dont il se compose. Et l'ensemble de l'information, c'est l'ensemble des cellules dont il se compose. Alors, c'est intéressant, donc, évidemment, de comprendre justement que cet ensemble d'informations-là, quelque part, ben, fait que moi, Sylvain Bélanger, ben, je suis physiquement là, comme vous me voyez, j'espère que vous me voyez, je suis unique, mais en même temps, dans ce champ d'énergie-là, je suis animé par plusieurs états de conscience qui ne sont pas nécessairement en harmonie et en accord avec moi-même. Et tout le travail de la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est de chercher justement à voyager dans ce champ d'énergie qui est l'aura, pour être capable de reconnaître ces états de conscience-là, puis d'arriver effectivement à faire un travail d'harmonisation pour qu'il y ait une forme d'équilibre et d'harmonie qui puisse s'installer chez une personne. Alors, c'est ça un peu qui est le sens de la conférence d'aujourd'hui qu'on va explorer. Alors, quand on observe ce champ d'énergie-là, on comprend donc que moi, Sylvain Bélanger, je suis fait de chair et d'os, je suis un être unique, puis que dans ce champ d'énergie-là, il y a un ensemble d'informations qui peuvent être en même temps, tout en même temps dans ce champ d'énergie-là. Moi, ça fait plus de 30 ans que je fais la pratique, donc qu'est-ce que j'observe dans les champs énergétiques depuis plus de 30 ans? Ce sont des informations vastes et complexes qui se retrouvent dans le champ énergétique. Alors, je vais vous donner un peu des exemples pour qu'on arrive à comprendre finalement ce que je veux dire par ces univers parallèles, puis qu'est-ce qui se compose le champ énergétique d'une personne. Donc, la première information, tantôt je l'ai dit, le physicien Pop a démontré scientifiquement que les cellules du corps absorbaient et remettaient de la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'observe une personne, je vois un corps physique fait de chair et d'os, mais je vois également une émanation, un certain rayonnement énergétique. Ce rayonnement énergétique est le reflet de l'activité cellulaire d'une personne. Ça veut donc dire que quand j'observe cette activité-là, je suis capable de parler à la personne de son potentiel santé. C'est-à-dire que je vais reconnaître que la personne peut être, par exemple, parfaitement équilibrée dans son champ énergétique, ce qui voudrait dire que cette personne-là a un potentiel santé optimal. Bien souvent, malheureusement, évidemment, chacun d'entre nous, on peut facilement perdre cet état d'équilibre par justement, bon, ça peut être l'alimentation, bien sûr, qui peut jouer, mais aussi une mauvaise gestion de nos émotions, une mauvaise gestion de nos pensées, bon, plein de choses qui vont amener l'être humain que nous sommes à développer des comportements qui ne seront pas en accord avec lui-même. Et quand on n'est pas en accord avec soi, qu'est-ce qu'on fait? C'est que l'énergie dont on dispose, ben, on la gère mal. Et quand on la gère mal, ben, automatiquement, il peut y avoir des perturbations qui vont en résulter. Et à ce moment-là, l'activité cellulaire, qui devrait émettre un rayonnement harmonieux, va finalement tout doucement développer des perturbations qui peuvent être, par exemple, des surcharges, des congestions énergétiques, ça peut être des épuisements, ça peut être des vides énergétiques, etc., qui vont se faire à travers le corps. Et tout ce processus-là va nous amener donc à reconnaître que le potentiel santé est amoindri dans les régions concernées. Et évidemment, si ce potentiel santé est amoindri, il y a un risque de perturbation, de problèmes de santé, de maladies éventuellement. Donc, l'idée première donc, de la pleine conscience intuitive, ça, c'est un premier regard que je peux porter sur une personne, c'est de regarder son potentiel santé chez la personne. Donc, ça, c'est un des univers, pourrait-on dire, avec lequel on va être en interaction dans le processus intuitif. Donc, ça veut dire que finalement, je pourrais prendre le temps aussi d'observer les aliments que je vais ingérer pour évaluer la qualité énergétique des aliments. D'ailleurs, le physicien Pop a développé un appareil qui permettait de mesurer la qualité biolumineuse, donc la qualité de rayonnement énergétique de fruits, de légumes, etc., pour justement mettre en évidence qu'un jour, selon lui, l'alimentation va être reconnue comme étant comme on va plus chercher à évaluer la qualité biolumineuse d'un aliment. C'est-à-dire qu'un aliment se compose de nutriments, bien sûr, mais il y a également cette capacité de rayonnement lumineux. Ça amène donc toute une autre vision de l'alimentation. Ça nous ramène justement à retrouver quelque part la qualité d'un aliment qui soit le plus en harmonie avec la nature, qui soit le plus connecté donc avec la dimension tellurique et la dimension cosmique. On se ramène donc à un langage presque ésotérique d'une certaine façon. Puis finalement, quand on y réfléchit, ce n'est pas ésotérique du tout. C'est simplement naturel. C'est naturel que moi, en tant qu'être humain, que les aliments que je mange, etc., soient bien connectés au sol, puis que je sois qu'ils soient bien connectés avec l'énergie du ciel, qu'on soit bien capable de vivre en harmonie avec l'environnement dans lequel on est. C'est tout à fait normal.
Malheureusement, évidemment, on sait bien hein, que l'être humain, à travers son développement, à travers la volonté donc d'évoluer, entre guillemets, ben, on s'est perdu un petit peu en chemin, je pense, dans cette capacité d'être en relation justement avec la planète Terre et avec le cosmos. Et ça, évidemment, c'est un sujet que je pourrais aborder une autre fois, mais c'est certain que vous l'avez compris qu'au niveau de la santé, bien évidemment, le premier regard que je vais porter sur une personne, c'est cette capacité, donc cette capacité d'absorber, de remettre de la lumière qui va faire que la personne va être soit équilibrée ou soit qu'elle va se retrouver dans des degrés de perturbation qui vont l'éloigner de son équilibre. Et plus elle est éloignée, plus elle risque de développer des maladies. Alors moi, mon rôle n'est pas de dire à quelqu'un, vous êtes malade, ça c'est le médecin qui va le faire, mais moi, mon rôle, ça va être plus de parler du potentiel santé qui fait que quand on voit un potentiel santé qui s'est amoindri, ben, on va faire des actions pour chercher à rétablir l'équilibre de ce déséquilibre-là, finalement. Et c'est comme ça qu'on va redonner à la personne son potentiel santé optimal. Alors ça, c'est vraiment une vision de la santé physique et énergétique que je viens de vous donner à travers ce premier regard que l'on va porter sur le champ d'énergie. La deuxième observation que l'on fait quand on regarde un champ énergétique, c'est que cette énergie que je viens de vous parler, elle est animée par une conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette même énergie dont je viens de vous parler, elle est porteuse d'informations qui sont reliées à, par exemple, mon histoire personnelle. Supposons que j'ai vécu à l'âge de 8 ans un abandon, ben, cette expérience d'abandon qui m'a traumatisé pourrait m'avoir affecté une expérience, je ne sais pas moi, de grande, grande détresse dans mon bassin. Et cette détresse-là, ben, quelque part, je pourrais donc l'observer au niveau énergétique par une perturbation énergétique dans la région du bassin, mais je pourrais également voir la mémoire personnelle associée à cela, c'est-à-dire de voir la personne à l'âge de 8 ans qui s'est sentie abandonnée. Vous voyez? Alors, vous voyez que ça devient intéressant de comprendre, évidemment, que l'aspect énergétique dont je viens de vous parler, elle est directement connectée avec une dimension qu'on pourrait appeler psycho-émotionnelle, c'est-à-dire qui est animée par des événements de la vie de la personne qui ont provoqué des perturbations énergétiques. Évidemment, ces perturbations énergétiques-là, si on ne les règle pas, deviennent quelque chose qu'on fige à l'intérieur de soi. Hein, par exemple, si j'ai 8 ans, je vis l'abandon, et que j'ai 70 ans aujourd'hui, admettons, et que je n'ai pas réglé cette expérience d'abandon, ben, je suis encore prisonnier de l'abandon. C'est-à-dire que la mémoire de mon enfance, de l'âge de 8 ans, se retrouve dans mon champ énergétique de la même façon que quand j'avais 8 ans. Donc, je suis dans une position où je ne suis pas capable de m'ouvrir à autre chose que ce que j'ai vécu dans le passé. Alors, vous comprendrez ici que cette réflexion-là, évidemment, nous amène à bien comprendre que moi, en tant qu'être humain, je suis Sylvain Bélanger, fait de chair et d'os, mais dans mon propre champ énergétique, je peux avoir des fonctions, des activités cellulaires qui ne sont pas optimales, mais je peux également être habité par des états de conscience émotionnels ou mentales qui vont finalement refléter une blessure que j'ai et qui vont m'empêcher, à quelque part, d'accéder à mon plein potentiel. Alors, vous voyez que ça, c'est quelque chose quand même d'intéressant. Ça veut donc dire que quand j'observe le champ énergétique d'une personne, je vois donc son activité biolumineuse au niveau de la cellule, mais j'observe également des informations associées à son histoire de vie qui peuvent être associées donc à son enfance, à son adolescence, à sa naissance même, et à l'âge adulte, évidemment, à travers tous les traumatismes que cette personne-là a pu vivre tout au long de sa vie. Alors, c'est un peu comme si je pouvais constater que la personne, elle avait des valises qu'elle traînait avec elle depuis un certain temps et que ces valises-là ben, l'empêchaient de pouvoir s'ouvrir aux multiples possibilités de la vie. C'est comme ça qu'on pourrait le voir ça. Donc ça, c'est un premier niveau d'information qu'on va pouvoir observer dans le champ énergétique. Ça veut donc dire que Sylvain Bélanger, hein, si on prend comme exemple ma personne, ben, elle est animée par un certain champ énergétique et dans ce champ énergétique-là, il y a de l'information associée à son propre vécu. Maintenant, on va constater que dans ce propre champ énergétique-là, il peut y avoir également d'autres informations qui appartiennent à son histoire familiale. C'est-à-dire que, par exemple, il peut y avoir déjà mes parents. Hein, par exemple, moi, j'ai vu souvent dans les pratiques intuitives, par exemple, des parents. Hein, je regarde une personne dans son champ énergétique et je vois la présence d'un père ou d'une mère et qui a un certain comportement avec la personne et qui reflète évidemment le comportement que la personne a subi lorsqu'elle était enfant avec le parent en question. Alors, évidemment, ça aussi, c'est intéressant à comprendre que, encore une fois, si on voit ce type d'information-là, ça veut donc dire que la personne est complètement figée à l'intérieur d'elle-même par la douleur, la souffrance qu'elle a vécue avec le parent en question. Parallèlement à ça, on pourrait aussi constater qu'il peut y avoir des mémoires plus lointaines de l'histoire familiale
par exemple, un arrière-grand-père qui pourrait être présent dans le champ énergétique et qui pourrait effectivement être en résonance avec moi. Ça veut dire quoi être en résonance? Ça veut dire finalement que, je vais vous donner un exemple de ça. Moi, je suis un être humain physique fait de chair et d'os et quand je sors dans la rue, je peux finalement me retrouver avec des gens et il va y avoir des effets de résonance qui vont s'effectuer. Par exemple, je vais rencontrer quelqu'un, puis cette personne-là, je vais me sentir mal à l'aise avec cette personne-là parce que j'ai l'impression que je me sens abandonné quand je suis avec cette personne-là, comme si elle ne me donnait pas d'attention comme je le souhaiterais. Et si on prend le temps de faire une lecture intuitive, on va découvrir qu'il y a une résonance qui peut s'effectuer entre cette personne-là et moi, qui fait que ça va éveiller en moi ce sentiment d'abandon. Donc, vous voyez que c'est comme s'il y avait des gens de chimie qui s'effectuaient dans mes relations avec le monde terrestre, avec les gens que je côtoie et que je rencontre. De la même façon, dans le monde subtil, je suis en résonance avec mon vécu passé. Pourquoi, par exemple, je sens toujours que je suis abandonné? C'est parce que je résonne avec une mémoire d'abandon que j'ai vécue à l'âge de 8 ans. Je pourrais très bien, par exemple, vibrer ou résonner avec d'autres choses que ce que j'ai vécu à l'âge de 8 ans. Si je vibre avec ce qui s'est passé à l'âge de 8 ans, c'est parce que je ne suis pas capable de porter mon attention et ma conscience dans une autre direction que celle-là. Alors, vous comprendrez que c'est là que ça devient important, ce phénomène de résonance, c'est que ma conscience, lorsqu'elle est en quelque sorte figée, ben, elle va résonner avec quelque chose qui va lui ressembler, tout simplement. Et c'est ça qui va entraîner la répétition et qui va nous donner l'impression qu'on n'arrive jamais à s'en sortir, en quelque part, parce qu'on est toujours en train de revivre les mêmes histoires plates, en quelque sorte, qu'on n'a pas envie de vivre, mais on les revit, puis on ne sait pas pourquoi. C'est parce que, justement, on est figé de l'intérieur. Si on vient avec les mémoires familiales, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est que moi, en tant qu'être humain, ma conscience, elle est reliée à mon corps physique, mais elle est reliée à mon environnement, donc à la collectivité humaine, mais elle est reliée également à ce qu'on pourrait appeler l'univers superlumineux. Je vais l'appeler comme ça parce que l'univers superlumineux, c'est un univers dans lequel il n'y a pas d'espace-temps. Le passé, le présent et le futur tout est en même temps. Et puis moi, je suis comme une antenne qui vibre avec ce qui se passe dans cet univers superlumineux-là. Il faut savoir que l'univers superlumineux est animé par de l'information qui existe depuis le début des temps. C'est-à-dire que tous les êtres humains, depuis le début des temps, vont à quelque part déposer à leur insu, c'est comme une règle, une loi, vont déposer à leur insu leur histoire de vie dans cet univers-là. Ça veut donc dire que moi, en tant qu'être conscient, et ça se fait bien sûr au niveau inconscient, je vais raisonner avec l'ensemble des informations de l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui va faire que moi, je vais raisonner avec des mémoires, par exemple, d'abandon qui appartiennent à des époques très lointaines? C'est parce que moi-même, je me sens abandonné. Je vais donc raisonner avec des contenus émotionnels, mentaux, énergétiques qui vont correspondre à ce que moi j'ai vécu. Un peu comme si ça va amplifier le processus que je suis en train de vivre. Alors donc, ça arrive évidemment donc que quelquefois, on va constater que des mémoires familiales vont donc avoir une interaction avec nous parce que justement, il y a un genre de liaison, un genre de reconnaissance de l'expérience qui se vit à travers cela. Puis évidemment, ça va nous permettre justement de libérer la famille, de libérer la blessure émotionnelle de la famille en apprenant à reconnaître le message de l'arrière-grand-père et d'apprendre évidemment à lui donner tout ce dont il a besoin pour se libérer lui-même dans sa conscience de la blessure qui l'anime et que moi, bien évidemment, je pourrais me réapproprier quelque part aussi ce droit de m'assumer tel que je suis plutôt que de simplement perdre de l'énergie dans cette résonance avec la mémoire familiale. Évidemment, l'autre aspect qui est important, c'est les mémoires d'autres vies. Alors, les mémoires d'autres vies, je viens de vous le dire, c'est que dans l'univers superlumineux, il y a toutes les informations, toutes les expériences humaines se retrouvent là. Et c'est comme une espèce, en ésotérisme, on parle des annales akashiques. En physique quantique, on va parler de cet univers superlumineux dans lequel l'information s'accumule sans cesse. Ce qui veut donc dire que tout ce qui se vit dans le monde subtil que l'on émet, nous, en tant qu'êtres humains, ben, dans cet univers-là, il y a un enregistrement de cette information-là. Donc, à quelque part, en tant que collectivité, ben, on est imprimé, toute la connaissance humaine, toutes les expériences humaines se retrouvent dans cette espèce de monde qui enregistre tout. Et puis moi, en tant qu'être humain, bien évidemment, si je veux me libérer de tout ça, bien, quelque part, je dois faire un certain travail sur moi pour ne plus être en résonance constamment avec les informations avec lesquelles je suis en interaction. Donc, les mémoires d'autres vies, qu'est-ce qu'on va observer dans les mémoires d'autres vies? À un moment donné, moi, j'avais fait une expérience, j'avais fait plusieurs consultations avec des personnes et c'était une fois par semaine que je les rencontrais. C'était comme ça que l'entente était faite et je prenais le temps de dessiner
chaque fois leur champ énergétique, mais comme c'était une fois par semaine que je les voyais, ben, je n'allais pas voir qu'est-ce que j'avais fait au dessin précédent. Je me laissais guider parce que j'observais dans le moment où je prenais le temps de me mettre en relation avec la personne. Et après ça, j'ai pris le temps de regarder, de faire des comparaisons avec ce que j'avais perçu à chacune des semaines pour arriver donc à comprendre que je constatais, en fin de compte, les mémoires d'autres vies qui animaient une personne étaient constamment en changement. C'était une des choses que j'observais. Et là, je ne suis pas parti sur le principe, par exemple, je sais que la croyance des vies antérieures est assez importante. Moi, je n'ai pas parti avec l'idée que les vies antérieures existaient. Je suis parti avec l'idée que j'allais observer quelque chose et que j'allais j'allais comme observer ce que j'ai perçu à travers ces semaines-là avec ces personnes-là. Et ce que j'observais, c'est qu'à chaque semaine, les gens avaient des mémoires d'autres vies qui étaient différentes, mais il y avait toujours le même thème. Par exemple, si c'était l'abandon, ben, il pouvait y avoir une mémoire d'abandon associée à la romantique. À une autre semaine, c'était associé donc à un événement de la Deuxième Guerre mondiale, et ainsi de suite. Donc, il y avait vraiment comme si on faisait un voyage historique, mais dans lequel il y avait toujours un contenu émotionnel qui avait une couleur quand même assez similaire. Où est-ce que ça bougeait? Bien évidemment, c'est que dans l'histoire de chacune de ces mémoires-là avec lesquelles je communiquais, il y avait donc une information qui me permettait de comprendre l'évolution de la personne par rapport à la souffrance qu'elle vivait. Donc, vous voyez qu'à chaque semaine, la personne pouvait raisonner avec un contenu d'informations différent qui me permettait de voir qu'elle avait une progression, une évolution qui lui permettait progressivement de se détacher, de se dégager de la souffrance qu'elle avait vécue. Par exemple, si on revient avec l'exemple de l'abandon, ben, il y avait donc un processus à travers les résonances qu'elle faisait dans les mémoires d'autres vies qui me permettait de comprendre qu'elle était en voie d'amélioration ou pas dans le cheminement qu'elle faisait. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ce que j'avais dans un premier temps comme introduction envie de vous parler, c'est que dans ce sens-là, quand on regarde le champ énergétique d'une personne, on va donc constater qu'elle est animée par des informations énergétiques, donc son rayonnement biolumineux, des informations sur son histoire personnelle, sur son histoire familiale et sur les mémoires d'autres vies. Et tout ça se fait en même temps, c'est-à-dire que dans le champ énergétique, il y a cet ensemble d'informations-là qui se retrouvent là. L'autre élément que j'avais envie de vous parler, qui se retrouve dans le champ énergétique également et qui est très important, c'est ce que moi j'appelle l'intelligence. L'intelligence, on pourrait l'appeler le bon Dieu, on pourrait l'appeler la vie, on pourrait l'appeler tout ce qu'on veut, hein, ça dépend pour chacun. Mais pour moi, c'est que dans cette information que je vais capter d'une personne, il y a une forme de sagesse qui est là. Et cette sagesse-là, si moi je me laisse, parce que moi finalement, je ne suis pas plus intelligent qu'un autre, hein, quand je me mets en relation avec une personne, ce que je vais faire, c'est que je vais finalement faire confiance à ce principe de vie qui anime la personne. Et parce que ce principe de vie est là, je vais prendre le temps donc de me laisser diriger, en fin de compte, par le principe de vie qui va m'orienter vers le chemin que la personne doit prendre pour arriver à se sentir dans une position plus juste et plus équilibrée avec elle-même. Ça, c'est ce que j'appelle la beauté de la vie, en fin de compte, qui se retrouve là. Et quelquefois, cette intelligence-là, cette sagesse-là qui anime l'être humain va se manifester à travers ce qu'on appelle souvent des guides spirituels. Alors, les guides spirituels, on pourrait se demander, bon, les guides spirituels, on en a combien, etc. Pour moi, finalement, ce que j'ai observé dans la pratique, encore une fois, parce que moi, je n'ai pas voulu partir sur des théories pour chercher à appliquer de la théorie et de l'appliquer à la pratique. Pour moi, c'est important de me laisser guider parce que j'observais. Et les guides, à quelque part, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'on peut les faire venir comme on veut, quand on veut, selon le besoin. Parce qu'un guide, qu'est-ce que c'est? C'est une forme d'intelligence qui va simplement utiliser une forme pour accéder à la réalité. Par exemple, je fais un soin à quelqu'un et j'observe qu'il y a donc une problématique qui est présente. Je vais vous donner l'exemple, comme je ne sais pas trop quoi faire avec ça. C'est-à-dire que naturellement, je sens que c'est un peu bloqué et je ne vois pas trop qu'est-ce que je pourrais faire. Alors, je fais venir un guide qui, lui, va se manifester et qui va finalement faire un travail. Et en lui faisant confiance, je constate que le guide fait effectivement un travail pour débloquer le processus. Alors, c'est souvent comme ça que moi, je vais utiliser cette idée des guides. Et encore là, bien évidemment, les guides, qu'est-ce que c'est? C'est une expression de l'intelligence qui va utiliser une forme. La forme qu'elle va utiliser, est-ce qu'elle est importante? Moi, je vous dirais que ce n'est pas si important que ça. Pourquoi? Bien, parce que nous, en tant qu'être humain, on donne de l'importance aux apparences. Hein? Quelqu'un, un beau complet avec une belle cravate, on va dire, oh, mon Dieu, cette personne-là dont bien l'air chic, elle est sûrement quelqu'un de très bien. Parce que finalement, cette personne elle peut être finalement quelqu'un qui peut complètement être un manipulateur, je ne sais quoi. Donc, les apparences sont trompeuses.
Et dans le monde subtil, c'est particulièrement vrai. Parce que le monde subtil, finalement, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va utiliser nos croyances, il va utiliser notre façon de voir le monde, il va utiliser quelque part ce à quoi on croit profondément pour nous chanter une belle histoire, pour nous raconter des belles aventures. Et si nous, on se laisse berner par ça, bien effectivement, on devient quelque part ce que moi j'appelle un circuit fermé. Le circuit fermé, c'est que moi, j'ai des croyances, elles sont figées. Et comme elles sont figées, qu'est-ce que je vais faire? Bien, quand je me mets en relation avec quelqu'un ou je me mets en relation avec moi, comme c'est figé, ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais me mettre en relation avec cette histoire-là figée et on va me refléter ce qui est figé en moi. Donc, si je suis convaincu de quelque chose, ben, l'information va me refléter une information complètement semblable à ce à quoi je crois. Et là, c'est là qu'on devait fermer parce qu'on n'est plus dans un processus d'ouverture vers l'univers superlumineux, mais on se fige et on se fige en se renfermant sur soi-même et en développant une pratique qui va finalement être une pratique de plus en plus renfermée sur soi, renfermée sur nos propres blessures, sur nos propres croyances, nos propres convictions. Donc, on n'est pas dans un processus où on se remet en question. On est dans un processus où on se devient de moins en moins relié à la vie, en fin de compte. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, à laquelle il faut faire très attention. Il y a un livre, d'ailleurs, qui s'appelle de Krishnamurti, qui s'appelle Se libérer du connu, qui reflète parfaitement bien cette idée comment le mental va chercher toujours à utiliser, à être présent pour préserver finalement, se préserver du danger de l'inconnu. Alors, on a très peur, nous, de l'inconnu. Et quand on fait une démarche intuitive, une des raisons pourquoi un travail intuitif exige qu'on fasse un minimum d'introspection intérieure, c'est parce que justement, si on n'est pas capable de faire ce travail d'introspection intérieure, on risque de simplement prendre ce qui est figé en soi et de le refléter tout simplement vers l'autre, hein, de projeter vers l'autre ce que nous, on a comme conviction, comme vérité, etc. Donc, on n'est plus connecté avec l'autre personne. On est connecté avec nos propres croyances, nos propres vérités, et on va essayer donc de faire quoi à la personne qu'on perçoit des choses, mais finalement, on ne fait que refléter ce qu'on perçoit à l'intérieur de soi. C'est pour ça que la démarche intuitive, elle exige de la pratique. Ça, c'est quelque chose que je trouve bien important, surtout actuellement, puisque avec le monde des réseaux sociaux, une des choses qui devient très fortement accessible, c'est ce que j'appelle l'enseignement. L'enseignement, évidemment, c'est l'acquisition de connaissances. L'acquisition de connaissances n'implique pas l'acquisition d'habiletés. Hein, moi, je peux connaître plein de choses sur l'ésotérisme, par exemple. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai lu plein de livres sur l'ésotérisme que j'ai acquis une connaissance ésotérique de mon être. C'est la même chose pour la pleine conscience intuitive. Je pourrais faire plein de conférences sur le sujet, avec plein de sujets, ça va être de la connaissance. Maintenant, l'expérience, c'est à travers la pratique qu'elle se fait. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, que beaucoup de gens ont tendance à négliger. Parce que justement, l'intuition, on a beau dire, ah oui, on peut développer une intuition. Aujourd'hui, on arrive plus facilement à comprendre que l'intuition, c'est quelque chose qui peut se développer. Mais pour arriver à le développer adéquatement, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Bien, il faut faire exactement la même chose que dans toute autre profession et dans tout autre type de travail. Si on veut être un bon intervenant, on doit comprendre qu'est-ce qu'on fait. Et pour comprendre ce qu'on fait, on doit effectivement pratiquer sur soi, pratiquer sur les autres, arriver à comprendre comment fonctionne le processus. Si on ne fait pas ça, on reste figé, on reste prisonnier de ce que nous, on peut envisager que ça pourrait être super d'être comme ça ou d'être comme ceci, mais on ne se donne pas l'opportunité de pouvoir mettre en place une pratique. Et je pense que c'est quelque chose d'important de bien cerner ça, en fin de compte, parce que moi, je suis convaincu que tout le monde peut arriver à développer ces habiletés-là, mais je suis convaincu aussi que tout le monde va arriver à le développer adéquatement, parce que si on fait un travail sur la pratique, qu'on n'est pas en train de penser à la pratique, mais qu'on la fait, qu'on vit la pratique. C'est comme ça qu'on arrive à l'expérimenter. Moi-même, quand j'ai commencé, j'avais une grande facilité, c'est-à-dire que les gens autour de moi me mettaient sur un piédestal parce que j'avais une facilité, j'étais assez jeune et tout ça. Donc, les gens étaient impressionnés par tout ça. Et puis, finalement, qu'est-ce que j'ai constaté à travers cette démarche-là? C'est qu'à un moment donné, je voyais que les lectures intuitives que je faisais, j'avais l'impression elles tournaient toujours un petit peu autour d'un thème que j'ai commencé à reconnaître comme étant un thème que je pourrais appeler figé. Et puis, c'est là qu'avec le copain, j'ai compris finalement que si on se laisse, on tombe c'est un peu comme tomber dans nos pantoufles. Hein? Quand on tombe dans des habitudes. Les habitudes, finalement, c'est qu'on a une facilité. Puis parce qu'on a une facilité, on devient quelque part un peu paresseux. Puis on se laisse guider par cette paresse-là et on devient un peu comme cadré par une pratique qui se limite à ce qu'on peut aller chercher comme information, puis on ne va pas dépasser le niveau.
Et puis, moi, ce que j'ai constaté, c'est que, justement, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a drôlement intéressé, en fait, j'ai vraiment voulu développer, c'est cette volonté de se dire, ben voilà, on doit apprendre à se sortir des sentiers battus, donc à développer d'autres approches, d'autres façons de faire pour être capable, justement, de sortir un petit peu de ces expériences un petit peu pantouflardes que l'on pourrait explorer, expérimenter. Et c'est là que ça m'a amené donc à développer la pleine conscience intuitive, à développer la méthode. La spirale évolutive, c'est finalement aussi une volonté que j'ai de donner un langage intuitif. Ce langage-là n'est pas un langage figé, c'est simplement une façon, une grille de lecture qui me permet de me sentir plus à l'aise pour être en mesure de pouvoir faire des lectures intuitives et de comprendre davantage cette notion d'univers parallèle, puisque dans la spirale évolutive, on met en évidence justement qu'il existe dans l'être humain que nous sommes plusieurs expressions de soi-même, plusieurs états de conscience. Et c'est ça un petit peu que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Donc, on a fait un petit peu le tour. Là, je parlerai peut-être également de l'âme. L'âme, c'est une expression ultime chez l'être humain. Moi, ce que j'appellerais l'essence fondamentale de chacun d'entre nous se retrouve dans l'âme. Quand on s'incarne, on a à quelque part une couleur qui nous est propre, qui est l'âme. Et cette couleur-là, on va la perdre possiblement dans notre vie si on ne fait pas attention, parce que justement, la société ne nous encourage pas à reconnaître cette expression de l'âme, parce que justement, on cherche à rationaliser l'humain très jeune et à lui rappeler quelque part que il est dans la tête, quelque part. Là, on comprend qu'on peut être dans le cœur, dans le ventre, mais à quelque part, on comprend de plus en plus que nous sommes une conscience beaucoup plus large, beaucoup plus élargie, qui se retrouve dans toutes les cellules de notre corps. Alors, quand on comprend cela, bien évidemment, ça nous amène à reconnaître justement que tout le processus de l'évolution de l'être humain que nous sommes, c'est d'apprendre à se déshabiller de cet univers super lumineux, de cette relation que nous avons avec de l'information, qu'elle soit personnelle, familiale ou d'autres vies, pour se libérer justement de l'histoire humaine et d'accéder à l'âme. L'âme, c'est une lumière pure. On va l'appeler comme ça. Et cette lumière pure, ben, quand on est capable d'être en relation avec elle, ben, on est capable de vivre un sentiment de paix intérieure, un sentiment de libération et un sentiment quelque part aussi de reconnaissance, quelque part, qu'on a accompli quelque chose, qu'on n'a plus besoin, même à la limite, de se réaliser dans le monde terrestre, on est en alignement avec nous-mêmes. Donc, à quelque part, on est comme autosuffisant, finalement. On n'a pas besoin de sentir qu'on doit accomplir quelque chose à travers cela. Donc, c'est un peu l'idée de l'âme. Donc, on comprend ici que dans l'observation d'un champ énergétique, ben, ce qu'on va chercher à faire, c'est de regarder une personne dans ces divers regards-là que je viens de nommer. Et l'âme, ben, quelque part, on pourrait voir ça comme ceci, comme un genre de lumière qui est au-dessus de nous. Et cette lumière-là, ben, elle émet donc une certaine lumière. Et cette lumière-là, ben, elle va avoir des interactions avec l'être humain que je suis dans ma dimension, dans ma relation avec les mémoires d'autres vies, les mémoires familiales, mes pensées, mes émotions, mon énergie vitale et puis mon corps terrestre. Et que l'objectif, bien évidemment, c'est de rétablir un alignement qui va faire que l'âme va pouvoir circuler de façon de plus en plus harmonieuse du haut de l'âme jusqu'à ma dimension terrestre. Et quand il n'y a pas de heurts, bien évidemment, c'est là qu'on peut parler d'une santé optimale, en fin de compte, à tous les niveaux. Je ne parle pas d'une santé optimale uniquement d'un point de vue énergétique, mais aussi d'un point de vue psycho-émotionnel et d'un point de vue spirituel, puisqu'à ce moment-là, l'être humain est pleinement exprimé à travers cette démarche-là. Donc, vous voyez que dans tout ce que je viens de vous nommer là, finalement, ce sont des opportunités, je dirais, de voyager. C'est-à-dire que si moi, je reconnais qu'il y a une dimension mentale chez une personne, ça veut donc dire que je peux aller visiter la dimension mentale de la personne et de découvrir qu'elle a une certaine façon de penser. Si je vais dans la dimension émotionnelle, je peux comprendre que la dimension émotionnelle est animée par des émotions qui font que la personne a une façon, quelque part, de se manifester au niveau émotionnel. Si je vais dans sa dimension énergétique, je vais constater que son fonctionnement cellulaire est d'un certain type. Alors, vous comprenez évidemment que quand on parle de ce que moi j'appelle la multiconscience, c'est-à-dire que moi, en tant que Sylvain Bélanger, je suis animé par plusieurs états de conscience. Et ces états de conscience-là, finalement, mon travail va consister justement à refaire, à mettre de l'ordre dans tout ça pour être capable de retrouver une certaine forme d'unité et de plus grand calme et de plus grande harmonie avec moi-même. Donc, j'allais voir, j'ai cru voir qu'il y avait peut-être une question. Je vais prendre le temps d'aller jeter un coup d'œil. C'est passionnant, mais tu es très volubile car tu es passionné, mais au début plus lent de parole serait la bienvenue. Donc, on va tenter de faire ça. C'est une remarque qui m'est souvent faite et je vais donc être plus attentif
pour votre confort et le mien aussi, puisque si je parle moins lentement, plus lentement, ben, ça risque d'être finalement plus relax pour moi aussi. Donc, ça, c'était concernant donc toute la relation de cette relation avec le passé, finalement, que je viens d'aborder avec vous. Évidemment, être présent. Être présent, vous l'avez compris, c'est être présent. Être présent, c'est donc d'être libéré de cette relation avec le passé. Alors, quand on est libéré de cette relation avec le passé, ben, on est dans un état où on est détendu, on est relax, on est relâché, puis on est ouvert à la vie. Parce qu'on est dans une position où on se dit, ben voilà, moi j'ai de la gratitude d'être vivant et je suis heureux d'être là et je suis ouvert à ce que la vie veut bien m'apporter. Donc, on n'est pas dans un état de tension. Et je pense que vivre dans l'instant présent, c'est ça un petit peu qui est une idée quelque part, qui est l'objectif finalement du bien-être d'une vie. Et il y a donc des gens qui en ont parlé. Il y a Gary Tolle qui a beaucoup parlé du pouvoir du moment présent. Il y a toute la pratique de la cohérence cardiaque qui tourne beaucoup autour de cette notion de retrouver la puissance du moment présent, de se dégager de toutes les tensions qui sont reliées à notre histoire passée pour être capable d'être réceptif d'une façon plus ouverte envers ce qui se passe dans notre vie. Alors ça, c'est un autre élément qui est intéressant. Donc, dans la pratique intuitive, bien évidemment, quand je fais des lectures intuitives aux gens, bien, l'objectif, c'est justement d'amener ces personnes-là à se libérer de leur passé pour être de plus en plus capables de se rendre réceptifs à leur présent. L'autre élément qui est très important dans la pratique intuitive que j'ai observé, c'est que tout ce que je viens de vous nommer, qui est lié à ce passé-là, ben lui, plus moi je suis figé avec la relation avec mon passé, plus je crée un futur qui va finalement être figé. C'est-à-dire que c'est facile pour moi de faire de la bonne aventure, de faire des prédictions, hein, parce que dans les lectures intuitives, on fait souvent des prédictions. Pourquoi on fait des prédictions? Mais parce qu'il y a des évidences. Quelqu'un qui se sent abandonné depuis l'âge de 8 ans, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, et qui n'a jamais fait le travail et qui est dans une souffrance et qui est beaucoup identifié à cette souffrance d'abandon, ben, il y a de fortes chances que son potentiel futur, si elle ne travaille pas sur elle, c'est qu'elle va se sentir, elle va revivre l'abandon et revivre l'abandon et revivre l'abandon jusqu'à ce que mort s'en suive, pourrait-on dire. C'est-à-dire qu'à force d'être abandonné, il va y avoir un contenu de souffrance tellement important chez la personne qu'à un moment donné, elle sera plus capable de passer à travers la souffrance. Donc, elle va se laisser mourir, je ne sais quoi. OK? Donc, cette idée donc, du potentiel futur repose véritablement sur ma capacité à me dégager de mon histoire passée pour être capable d'arriver à être détendu dans mon présent, pour être capable de regarder mon futur dans un état de réceptivité et d'ouverture qui fait que je suis capable de reconnaître les multiples possibilités de la vie. Il y a une hypothèse de la physique quantique qui tente d'expliquer un peu comment la conscience fonctionne et qui met en évidence cette idée, comme je disais tout à l'heure, que dans cette espèce de conscience quantique, il y a un ensemble d'informations. J'en ai parlé de quelques-unes, hein, de toute mon histoire passée à plusieurs niveaux. Et eux, ce qu'ils disent en plus, c'est qu'il y a toutes les probabilités en plus. Par exemple, je dois prendre une décision aujourd'hui, j'ai 5 choix. Bien, ces 5 choix-là, il y en a un que je vais devoir prendre comme choix, là, puis c'est ça la vie. Hein? Mais dans le quantique, il y aurait, ces 5 choix-là se retrouveraient. Et il y aurait donc même une forme d'histoire autour de ces 5 choix-là qui se retrouveraient là, sous forme virtuelle. Ça veut donc dire que moi, en tant qu'intervenant, ce que je peux faire, qui peut être intéressant souvent, que je fais, c'est que quelqu'un me dit, ben, écoute, j'ai 5 voies. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la personne psychiquement et je vais lui faire prendre un chemin, un des 5 voies, l'autre voie, l'autre voie, l'autre voie, l'autre voie, l'autre voie, et voir comment elle va, qu'est-ce qui va se dégager dans chacune de ces voies-là. Et je vais pouvoir ensuite, évidemment, lui faire part des potentiels de réalisation qui se manifestent dans chacune des voies et lui conseiller la voie qui m'apparaîtrait comme étant la plus intéressante, considérant qui est cette personne-là et considérant ce que je vois, ce que je perçois de ce potentiel virtuel-là. Donc, vous voyez quelque chose de vraiment très fascinant dans ce type de travail-là. Ça veut dire que le futur n'est pas quelque chose de figé. On faisait référence à la destinée. Hein? Alors, on parle maintenant aujourd'hui d'épigénétique, par exemple, qui met en évidence que les gènes sont en mutation, c'est-à-dire qu'ils peuvent bouger, alors qu'avant, on pensait qu'ils ne bougeaient pas.
Donc, quand les gènes ne bougeaient pas, on pouvait dire qu'il y avait une destinée. On pouvait dire quelque part que tout était figé. Et là, on comprend quelque part que les gènes sont modifiables selon l'alimentation, l'environnement, la façon qu'on réagit à l'environnement, etc. Donc, à quelque part, on comprend évidemment que tout ce qui s'appelait destinée ou karma est quelque chose qui peut bouger. Et que cette idée de pouvoir bouger les choses, c'est de commencer nous-mêmes, au niveau de notre cerveau, à comprendre, à intégrer le changement que la physique quantique nous propose. Ainsi, mon cerveau commence à se rendre compte que tout ce qu'on lui a appris jusqu'à maintenant était faux, tout ce qu'il a compris, toute la façon qui fonctionne est limitée, ben, quelque part, on commence à ouvrir la porte à nos super-pouvoirs, dont j'ai déjà parlé. À nos super-pouvoirs, mais c'est se libérer l'esprit de toutes ces conventions qui sont reliées à la matière pour se rendre compte que derrière la matière se retrouve cet univers super-lumineux qui nous permet donc de voyager dans la multiconscience, c'est-à-dire de se rendre compte que moi, Sylvain Bélanger, je suis habité par plein d'informations qui m'animent et qui m'appartiennent à quelque part aussi. Et que si je fais un travail sur elles, ben, je vais apprendre à me réintégrer en fin de compte à ce niveau-là. Je vais aller voir, j'ai une petite question qui m'a été posée. Je vais prendre le temps. Le pouvoir de l'imagination est quelquefois surpassé par l'inattendu, avec étonnement mieux pour soi aussi. Oui, en fin de compte, tu fais sans doute préférence à ce qu'on peut appeler synchronicité. Les synchronicités ou en quelque part, moi, ce que j'appelle aussi la, la résonance expansive. C'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, quand on dit le pouvoir d'imagination, c'est un terme intéressant parce que moi, j'ai développé, la première approche que j'ai développée s'appelle l'écoute imaginaire. J'ai changé pour pleine conscience intuitive puisque l'écoute imaginaire était trop souvent associée à une incompréhension. Et en même temps, l'imaginaire, pour moi, reste à quelque part un vecteur fondamental dans la pratique intuitive, puisque l'imagination, finalement, est une porte d'entrée. C'est la porte d'entrée qui me permet d'accéder à l'univers superlumineux. C'est-à-dire que moi, je peux, par exemple, reconnaître que ma conscience, je peux accéder donc à cet univers superlumineux-là en déplaçant ma conscience de mon corps physique. Je peux voyager dans les cellules de mon corps, mais je peux également constater que dans les cellules de mon corps, je peux voyager dans des niveaux de conscience. On va y revenir tout à l'heure un peu plus en profondeur et que tout ça, finalement, me fait voir que l'imagination, c'est pas quelque chose strictement de futile. Par exemple, le rêve. Et quand moi, je rêve la nuit, je peux avoir des rêves très, 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 très puissants et très, très intelligents qui me conseillent littéralement sur des informations sur ma vie. Et tout le projet de la spirale évolutive s'est bâti autour d'un rêve que j'ai eu à un moment donné qui a été très puissant et très fort, qui m'a donc mis en contact vraiment avec cette idée que ce projet-là était quelque chose qui était vraiment un cri du cœur, un cri de l'âme en quelque sorte qui était en moi. Donc, et ça a pris plusieurs années pour le mettre à jour, mais c'était quelque chose qui était très, très important. Donc, quand on commence à reconnaître que notre imagination, finalement, il y a deux types d'imagination. L'imagination qui est fermée sur soi, c'est-à-dire l'imagination où je dis j'imagine que, hein, c'est moi qui imagine, c'est moi qui ai le contrôle de mon imagination et c'est moi qui décide de tout. OK, ça, c'est le je qui parle et c'est celui qui est isolé. Mais quand on commence à reconnaître que l'imagination est un flot d'informations et que quand je pénètre dans l'imagination et que j'accepte l'idée que l'imagination est une porte d'entrée vers quelque chose de très, très vaste, je me dis waouh! Je suis en train de constater que l'imagination est quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est un flot d'informations qui me permet de reconnaître que nous sommes tous reliés. Tous reliés, comme la physique quantique l'enseigne aujourd'hui, tout comme les écoles ésotériques l'ont dit pendant très longtemps. C'est-à-dire que je reconnais que le corps de chair et d'os que j'ai, ben, avec l'aide de mon imagination, je peux voyager vers une autre personne. Je peux voyager vers un arbre, je peux voyager vers un aliment pour me mettre en relation avec la vibration, l'énergie de celui-ci, avec un animal, ainsi de suite. C'est-à-dire que par le fait que mon imagination me permet de voyager, je peux rester assis et me mettre en communication avec une personne qui est à l'autre bout du monde. Et je peux être en relation avec elle, je peux la ressentir, je peux la voir, je peux l'entendre. Donc, on comprend évidemment que l'imagination, c'est un vecteur qui me permet de pouvoir développer mon habileté intuitive et que l'imagination, c'est la porte d'entrée. Alors, si j'accepte que l'imagination, j'accepte d'accueillir l'idée que l'imagination est une voie pour me donner accès à une somme d'informations, ben, j'accepte de voyager dans ce monde-là. Maintenant, on peut s'y perdre facilement.
Et comment on peut arriver à ne pas s'y perdre? Mais c'est à travers justement un genre de cadre d'enseignement. Moi, c'est ça que j'ai développé, hein, c'est-à-dire cette capacité que l'on a de reconnaître qu'à l'intérieur de soi, il y a donc une conscience qui a envie de voyager. Et cette conscience-là, ben, finalement, quand on commence à comprendre comment ça fonctionne, bon, on apprend tout doucement à développer cette habileté-là et à se sentir de plus en plus à l'aise dans le langage intuitif et de se déployer à travers cette démarche-là. Donc, c'était un petit peu pour clore une première partie de la conférence que j'avais envie de vous présenter. C'était de vous présenter donc cette idée de la multiconscience, en fin de compte, hein, qui est donc, pour bien comprendre ici les choses, l'idée que dans mon champ d'énergie de lumière, il y a donc un ensemble d'informations et que moi, en tant que thérapeute en pleine conscience intuitive, je peux voyager dans ces multiconsciences-là, c'est-à-dire que je peux voyager avec l'enfant de 8 ans qui se sent abandonné, je peux voyager avec l'arrière-arrière-grand-père qui se sent quelque part triste parce qu'il ne se sent pas reconnu, je peux voyager avec la mémoire d'autres vies, de la romantique, dans lequel il y a eu un être qui a été tué sauvagement, etc., etc. Donc, on comprend ici que ce voyage-là me permet de me relier aussi à des guides qui vont pouvoir interagir avec moi, m'aider, etc., m'accompagner dans le processus évolutif. Donc, tout ça, finalement, c'est un jeu de l'esprit. C'est un jeu imaginaire. Mais un jeu imaginaire qui m'amène à développer la foi en moi. La foi en moi, ça veut dire quoi? C'est de reconnaître que moi, je suis connecté avec la vie, avec le grand V, et que cette vie-là, ben, elle me met en relation avec un processus de vie dans lequel je peux me le sentir bercé. Et ce bercement-là m'amène tout doucement à une forme d'éveil, quelque part. Hein? Cet éveil d'être conscient de que cette vie-là est omniprésente dans ma vie et dans la vie de tous les êtres humains qui m'habitent. Il y a une autre petite question que je prends le temps de regarder. C'est difficile de toujours reconnaître si on est dans une projection mentale ou dans une écoute imaginaire. Alors, bien sûr que oui, c'est sûr que ça fait partie du processus de la complication. Sinon, ce serait trop facile. Hein. Je vous avais parlé tantôt de la première conférence de super pouvoir. Et je vous avais montré quelque part que le super pouvoir, il y a plusieurs applications possibles. Puis aujourd'hui, on en voit une de façon plus approfondie, qui est cette capacité qu'on a de voyager dans l'ensemble de l'information qui nous habite, puis de constater que c'est illimité. Puis on va voir qu'il y a d'autres aspects que je vais aborder dans quelques instants. C'est certain que quand on fait ce type de voyage-là, la première chose que moi j'enseigne à mes étudiants, c'est de tenir un journal intime. Pourquoi tenir un journal intime? Parce que le journal intime va me refléter le travail que je suis en train de faire dans ma démarche intuitive. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais une lecture intuitive sur moi ou sur un partenaire, je prends le temps de noter ce que j'ai pu observer et je prends le temps de noter effectivement si j'ai des confirmations qui me confirment le sens de ce que j'ai pu percevoir et ça va m'amener donc tout doucement à me sentir de plus en plus confortable. La démarche la plus difficile dans le processus intuitif, c'est quand je le fais sur moi. Ça fait curieux de dire ça parce qu'on pourrait se dire que c'est moins impressionnant de faire un travail intuitif sur soi que de le faire sur quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, socialement, on va reconnaître beaucoup quelqu'un qui est un médium clairvoyant. On va lui donner de la valeur parce que wow, il a développé ce talent-là. On va souvent lui donner un certain pouvoir. Et quand il s'agit de faire un travail sur soi, ben, on va souvent pas donner de valeur à ça. Et c'est certain que toute la démarche intuitive, quand on fait un travail sur soi, c'est d'apprendre donc à s'aimer, à s'accorder du temps pour s'aimer, justement, puis prendre soin de soi, avoir un journal intime qui nous permet de nous accompagner. De nous accompagner, ça veut dire quoi? C'est d'être dans une position de témoin et être capable de nous regarder comme si on regardait quelqu'un d'autre et de se tendre la main comme si on tendait la main à quelqu'un d'autre pour apprendre chaque jour à cheminer avec cette personne-là qui est moi-même, finalement. Alors ça, c'est une chose qui n'est pas toujours facile. Et évidemment, une des problématiques que l'on rencontre souvent dans l'apprentissage d'une méthode comme la pleine conscience intuitive, c'est évidemment la pratique qui va nous amener à une confirmation. La confirmation, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que j'ai d'arriver à dire, hors de tout doute, que je sais que les perceptions que j'ai sont justes. Et pour ça, dans la pratique intuitive, ce qui est la façon la plus évidente, la plus facile d'arriver à des résultats, c'est de pratiquer sur soi et de pratiquer sur une autre personne. Et c'est ça qui est proposé dans les enseignements professionnels quand que je donne des formations, c'est que je vais chercher à accompagner les gens pour qu'ils apprennent à le faire sur eux et ensuite sur une autre personne. C'est la meilleure façon
d'arriver à développer cette confiance-là parce que quand on est avec soi-même, on a des doutes parce qu'on doute de soi, justement. Et quand on le fait sur quelqu'un d'autre, ben, l'autre personne, si on arrive à des résultats intéressants, vont venir confirmer que ce qu'on perçoit est juste. Et ça va nous rassurer énormément dans la pratique vers soi ensuite. Alors, je pense que c'est une façon intéressante de pratiquer. Et je dirais que, justement, je pense que la personne qui pose la question, c'est quelqu'un qui a déjà eu des enseignements avec moi. Donc, c'est sûr que l'idée, c'est justement d'apprendre à pratiquer sur soi, pratiquer sur d'autres personnes et chercher à travailler. Puis surtout, ne pas se contenter d'être dans nos petites pantoufles. Nos petites pantoufles, c'est les habitudes qu'on a développées. Surtout, chercher à se surprendre, surprendre, à faire des choses qui sont hors du commun dans la pratique intuitive. C'est là qu'on arrive aux meilleurs résultats souvent pour arriver à développer la confiance. Et pour arriver à la confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire développer la foi. La foi, c'est quand je suis convaincu que ce que je perçois est juste. Et ça demande évidemment beaucoup de temps pour pouvoir y parvenir, mais si on est capable justement de développer une confiance progressive, c'est comme moi, ça fait plus de 30 ans que je le fais, et je me considère toujours moi je reste avec l'idée du doute. Pourquoi? Mais parce que je ne souhaite pas justement arriver à l'étape de celui qui est convaincu. Parce que celui qui est convaincu, c'est celui justement qui ne se remet pas en question. Et je pense que c'est important de comprendre que quand on a cette habileté à voir des choses chez une autre personne, par exemple, ben, une des problématiques qu'on rencontre, puis que certaines personnes n'ont pas vraiment beaucoup remis en question dans leur façon de faire, c'est la communication. Moi, je peux voir chez quelqu'un quelque chose, mais si je ne sais pas lui dire correctement, la personne va se renfermer sur elle-même. Donc, ça, c'est un autre élément important aussi dans la pratique. Puis même face à nous-mêmes, je pense que c'est important aussi d'avoir un bon regard sur soi pour s'accompagner, se soutenir, pour cheminer, évoluer comme on voudrait et comme on le souhaiterait également. Donc, ça, c'était une chose que j'avais envie donc de partager. J'espère que j'ai répondu à la question. S'il y a d'autres questions, ben, n'hésitez pas à me faire part, puisque je suis là aussi pour répondre à vos questions, pour m'assurer que tout est clair dans ce que je vous ai dit. Donc, ce que j'avais envie maintenant de vous parler, c'est un autre volet de la pratique intuitive qui est quand même intéressant et qui est associé donc à des expériences que j'ai vécues, c'est ce qu'on pourrait appeler le monde après la vie. Parce qu'évidemment, la multiconscience, cette idée de multiconscience, c'est beaucoup forgé, pour moi en tous les cas, dans l'idée, dans l'observation des expériences de gens qui étaient soit en préparation pour la mort ou qui sont décédés, puis que j'ai pu aller visiter par la suite. J'ai pu observer des choses que je vais vous partager, qui sont très intéressantes et qui vont encore une fois dans le sens de ces modèles que la physique quantique propose. Et c'est quand même intéressant parce que ça nous amène justement à peut-être mieux cerner, mieux comprendre ces processus-là, puis sortir un petit peu des sentiers battus, parce que malheureusement, dans la démarche intuitive qu'on retrouve dans la clairvoyance, la médiumnité, quelquefois on arrive avec ce que j'appelle moi du convenu. Le convenu, ça veut dire quoi? C'est on dit toute la même chose. Hein? Tout le monde dit la même chose. J'allais dire, c'est un peu comme le COVID, mais ce n'est pas tout à fait approprié. C'est peut-être pas tout à fait juste aussi, parce que ce n'est pas tout le monde qui dit la même chose. Mais le danger, évidemment, dans le convenu, c'est de tomber dans une forme de conformité. La conformité, c'est que, par exemple, bon, les guides, bon, tu sais qu'il y a un certain nombre de guides autour de soi. On en a 3. Il y en a un qui est un blanc, un autre qui est noir, puis un autre qui est jaune. Là, j'exagère en vous le disant comme ça. C'est pour vous faire comprendre quelque part qu'il y a quelque chose là-dedans qui est figé. Et puis pour moi, dans la pratique intuitive, lorsqu'on aborde la pratique intuitive, moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était de partir du principe de l'observation. L'observation, on pourrait dire, bon, oui, mais tu viens quelque chose de subtil, comment tu peux arriver à faire de l'observation puis développer ce qu'on pourrait appeler une science? Hein? Parce que moi, c'était vraiment à l'origine de ma pratique. J'avais même appelé mon centre pour l'avancement de la science de l'âme, pour faire comprendre que la science de l'âme, pour moi, c'était véritablement une application de l'intuition d'une façon systématique qui permettrait d'arriver à développer un genre de compréhension intuitive des choses basée sur des observations que plusieurs intervenants intuitifs feraient et qui ferait qu'on arriverait donc à développer une certaine science de la compréhension des démarches intuitives. Et puis moi, je pense que c'est quelque chose qui est important donc de comprendre à quelque part, c'est que quand on fait une démarche intuitive, si on ne fait que répéter ce que tout le monde dit sans avoir pris le temps de vraiment faire une démarche intuitive, ben on tombe dans le convenu. Si on prend le temps quelque part de se poser des questions, puis de chercher à comprendre ce qu'on observe et ce qu'on fait et d'aller vers l'expérimentation des choses, mais là, on tombe plus dans ce que moi j'appellerais la science, c'est-à-dire une compréhension des choses qui font qu'on arrive à ne pas simplement dire des choses sans les avoir expérimentées, mais qu'on en parle parce qu'on les a expérimentées.
Et dans le monde après la vie, c'est un domaine à quelque part où moi, j'ai eu des expériences, puis ces expériences-là, je sais qu'elles ne sont pas communes. Pas beaucoup de gens qui vont aller dans ce sens-là en général. On va plutôt tomber dans ce qu'on appelle à quelque part les sentiers connus, si tu veux, par rapport à cette réalité-là. Et je ne le juge pas, hein, mais c'est juste que pour moi, ben, n'ayant pas ce regard-là, ben, quelque part, je me suis senti souvent quelque part isolé ou pas compris dans cette démarche-là. Donc, les premières choses que moi j'ai observées par rapport au monde après la vie, c'est, bon, je vais vous parler d'une histoire personnelle, c'est que moi, je me suis retrouvé en Belgique à un moment donné lors d'un voyage d'enseignement et il y a eu une compagnie d'aviation qui a fermé, qui est tombée en faillite, c'était Sabena, je crois. Et puis moi, je devais revenir au Québec à une certaine date et puis ma mère est décédée. Durant la période où je devais revenir, sauf que la compagnie avec laquelle j'avais voyagé a fait faillite et je n'ai pas pu me rendre comme convenu pour les cérémonies. Donc, j'ai manqué les cérémonies concernant ma mère. Et ce que j'ai fait, par contre, c'est que j'ai fait du travail intuitif à distance sur ma mère pour justement honorer son passage et puis lui dire au revoir et tout ça. C'est un peu l'essence de ce que j'avais fait pour me sentir moins puissant aussi parce que c'était quand même une situation qui est un peu douloureuse quand même qui se vivait là. Et ce que j'ai observé, évidemment, c'est qu'à travers le travail que j'ai fait, j'ai vu ma mère dans plusieurs niveaux de conscience. C'est-à-dire que ma mère n'était pas une seule personne. Elle était plusieurs personnes. Plusieurs personnes qui avaient des degrés de conscience différents. Alors, on pouvait partir donc à des niveaux de conscience plus primitifs et à des niveaux de conscience plus évolués à mesure que j'avançais dans l'hiérarchie de sa conscience. On va dire ça comme ceci. Donc, par exemple, ma mère était morte de la maladie d'Alzheimer et la première chose que j'avais observée, c'est qu'elle était dans la terre, dans le sol. Comme ça, elle était enterrée vivante et elle se demandait où est-ce qu'elle était, puis elle était un peu paniquée, etc. Alors ça, c'était le niveau de conscience qui était le premier que j'avais contacté. Et puis par la suite, en progressant dans le travail que je faisais avec elle, j'ai pu constater qu'il y avait d'autres niveaux de conscience dans lesquels elle avait d'autres expressions, d'autres souffrances, d'autres potentiels évolutifs qui étaient là et qui étaient un parcours finalement évolutif de cette femme-là, mais à plusieurs niveaux de conscience. Donc, ça me faisait comprendre évidemment que un être humain fait de chair et d'os est unique. Mais lorsqu'une personne décède, elle se retrouve finalement dans une expérience multiple. Cette expérience multiple, c'est un peu comme si elle avait des consciences, des niveaux de conscience vibratoires différents, et ces niveaux de conscience vibratoires l'amenaient à vibrer dans un niveau de conscience. Une facette d'elle vibrait à un certain niveau de conscience, une autre facette d'elle vibrait à un autre niveau de conscience, et ainsi de suite. Donc ça, c'était quelque chose qui m'avait fortement surpris à l'époque, et ça m'a amené donc évidemment à vouloir envisager, à vouloir poursuivre dans cette direction-là, puis j'ai pu confirmer ça maintenant que je fais des lectures. On pourrait me dire, oui, mais quand ça se fait que des médiums, eux, qui sont capables de communiquer avec des personnes décédées, OK? Puis ils semblent voir qu'une personne, mais c'est facile à comprendre. Quand on a une convention dans notre tête, et moi, j'avais cette convention-là aussi. Si je veux travailler avec une personne décédée, quelqu'un me dit, je voudrais que tu communiques avec une personne décédée, je vais le faire. Et je ne vais pas lui parler de toutes ces possibilités-là, parce que quelque part, ce n'est pas nécessairement constructif dans cet élan-là. Donc, je suis capable de focusser sur un état de conscience d'une personne, si je le veux, et dans lequel je vais donc constater que cette personne-là, bon, elle a un certain degré d'expérience qui se vit. Et qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Il y a une personne qui me dit, Sylvain, j'aimerais ça que tu fasses une lecture sur ma mère qui est décédée, par exemple. Bien, moi, je vais me mettre en relation avec cette personne-là et la personne décédée. Je vais donc travailler à trois, c'est-à-dire moi, cette personne-là et la personne qui est décédée, qui sont parents, qui sont sa mère, par exemple. Et là, je vais donc avoir une forme de relation qui va s'effectuer et cette relation-là va faire que je vais capter une certaine forme d'information de cette personne-là et je vais pouvoir parler d'informations qui peuvent être très justes. Hein. Je pense entre autres à une femme qui était venue me voir, qui m'avait dit, elle voulait que je communique avec son père qui était décédé. Et l'information que j'avais vue de son père, c'est un homme qui était très loin, qui semblait faire quelque chose comme ça en voulant dire au revoir, et qui était sur un voilier, et qui semblait dire qu'il était parti pour faire le tour du monde. Et là, je lui avais dit ça. Évidemment, moi, je ne savais pas à quoi ça correspondait, ce que je percevais. Et elle s'est mise à pleurer en me disant, écoute, c'est exactement ce qu'il voulait faire. Il en a parlé toutes les dernières années de sa vie. C'était son souhait, son souhait le plus grand. Et là, finalement, il semblait comme l'accomplir, mais après la vie. Donc, je pouvais constater que quelquefois, il y a des gens, finalement, qui, après la vie, ont la chance de parcourir, de concrétiser certains objectifs qu'ils s'étaient fixés, qu'ils n'ont pas pu réaliser
dans la vie terrestre. Il y en a d'autres, évidemment, qu'on va constater, qui ont une conviction à la mort de se retrouver dans un espace figé en eux, hein, comme des gens quelque part qui sont convaincus de ne pas mériter à quelque part le ciel, pourrait-on dire. Mais ces gens-là, ils vont se retrouver souvent, hein, dans des espaces sombres. Maintenant, est-ce que c'est toute leur dimension de leur conscience se retrouve là? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a d'autres niveaux de conscience qui ont, comme dans une forme d'éveil, etc. Alors, vous comprenez que moi, ma conscience, selon que je vais focuser sur une expérience ou une autre, bien, c'est certain qu'un médium va pouvoir peut-être communiquer davantage avec un degré de résonance, hein, d'une expérience avec laquelle je suis identifié plus qu'une autre. Ce qui ne veut pas dire que je suis uniquement un état de conscience. C'est-à-dire que je peux avoir plusieurs états de conscience, mais il y a un état de conscience qui peut être dominant et qui peut donner un thème qui va être plus évident à communiquer avec, en fin de compte. Je ne sais pas si je suis clair par rapport à ça, mais c'est un peu ce que je dirais par rapport à ça. Il y a une autre question qui m'a été posée. Une communication avec une personne dans l'autre vie, on peut constater que cette personne évolue et nous aide aussi à évoluer. Mais ça, c'est une question de résonance. La question de résonance, c'est que moi, en tant qu'être humain, c'est un peu comme l'idée quand je parlais tantôt des mémoires familiales. Hein, on a observé dans la pratique que quand on travaille sur une mémoire familiale, cette mémoire familiale-là, quelque part, bon, elle peut avoir donc une résonance avec moi. Et le fait que je travaille sur cette mémoire familiale-là, je vais libérer donc une certaine énergie qui va me permettre de me réapproprier quelque chose qui m'appartient. Alors, déjà en soi, c'est comme une forme de processus de guérison qui va se faire pour moi. L'autre élément intéressant, c'est que je vais faire un travail de guérison sur la mémoire en question. C'est-à-dire que la mémoire familiale de l'arrière-grand-père, en travaillant dessus, bien, je vais lui permettre de se libérer de sa souffrance, de sa douleur. Et ce qui peut en résulter aussi, c'est que le fait que je fasse ce travail-là peut avoir une interaction ou une influence sur la famille. Et la famille peut donc bénéficier, donc les frères, les sœurs, etc., peuvent bénéficier aussi de changements qui vont être associés au fait que j'ai libéré une souffrance qui est associée à une mémoire familiale. Tout comme dans les mémoires d'autres vies, hein, quand on parle donc d'une mémoire d'autres vies, ben, quelque part, ce travail que je vais faire de travailler sur la mémoire d'autres vies qui est figée, qui est limitée, de lui permettre de se libérer, de se dégager, va me permettre inévitablement, moi, de dénouer des nœuds de tension qui étaient en moi et de libérer de l'énergie pour que je sois capable d'évoluer, de progresser. Toi, c'est un peu comme ça que je présenterai les choses. C'est donc dire finalement que quand on travaille sur ces multiconsciences-là, ça veut dire qu'on travaille sur ce que j'appelle la mémoire. Et la mémoire peut donc être limitative, c'est-à-dire la mémoire qui est figée, qui se répète tout le temps. Par exemple, l'enfant de 8 ans qui se sent abandonné, ben, cet enfant de 8 ans qui se sent abandonné, s'il est figé, il va se sentir abandonné jusqu'à la fin de ses jours. Si j'arrive justement à interagir avec cet enfant-là qui se sent abandonné pour le libérer de cette expérience d'abandon, ben, je vais lui donner accès à ce que j'appelle l'expansion, c'est-à-dire la mémoire expansive, la mémoire évolutive. C'est-à-dire que l'enfant ne va plus être dans la souffrance de ce qu'il a été, mais il va commencer à se rendre compte que derrière cette souffrance-là se dissimulaient des potentiels évolutifs qui sont en lui. Et si ces potentiels évolutifs peuvent s'exprimer en lui, bien inévitablement, il va y avoir comme l'émergence de nouveaux comportements qui vont prendre forme en cette énergie-là de l'enfant. Puis moi, bien évidemment, j'en bénéficie. Pourquoi j'en bénéficie? Parce que l'émission énergétique de l'enfant qui souffrait, qui est dans mon propre champ énergétique, va émettre autre chose que la souffrance qu'il avait. Et je vais donc, moi, ressentir l'effet de cette émanation énergétique différente. Mon cerveau va reconnaître à quelque part que de nouvelles informations se manifestent en moi et il se peut que mes connexions neuronales puissent à quelque part se réorganiser pour changer ce regard-là que j'avais et amener donc l'expansion d'un nouveau champ de conscience, d'une nouvelle vision de moi-même. C'est comme ça que je pourrais exprimer cela. J'espère que j'ai été clair, mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions concernant cela. Donc ça, c'était un élément que je trouvais intéressant d'amener, hein, quelque part, c'est cette notion justement que moi, en tant qu'être humain, je suis fait de chair et d'os, mais je suis finalement animé par plusieurs états de conscience. Et évidemment, on comprend évidemment que même pour une personne décédée, ben, cette personne décédée-là, ben, quelque part, se retrouve aussi dans plusieurs niveaux de conscience, finalement, qui peuvent être présents. Plusieurs états de conscience qui peuvent l'habiter, en fin de compte, et qui font que finalement, l'objectif ultime de la vie, hein, c'est de favoriser une réunification de tout ça, c'est-à-dire que l'être humain que je suis, pour qu'il puisse renouer contact avec son âme, ben, il lui faut quelque part se réunifier. Réunifier à quoi? Mais réunifier à son âme. C'est-à-dire que je me libère
de toutes les programmations mémorielles que j'ai vécues tout au long de ma vie et avec lesquelles je suis en résidence au niveau des mémoires familiales et d'autres vies, pour accéder justement à un alignement avec l'âme, c'est-à-dire que je permette à l'énergie de pouvoir finalement circuler de l'âme jusqu'à mon corps terrestre, de mon corps terrestre jusqu'à mon âme. Donc, c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager concernant le monde après la vie. Peut-être une autre petite chose qui est intéressante. Moi, j'ai eu des gens qui sont décédés très rapidement. Je pense à une personne qui était venue me voir, qui a suivi mes formations, elle avait suivi un atelier avec moi et la chose que j'avais observée dans un premier temps, c'est qu'elle avait énormément de difficulté à s'enraciner. Et ça, c'est une chose intéressante parce que la difficulté d'enracinement, c'est quelque chose que j'ai observé beaucoup, beaucoup chez les gens qui étaient atteints de cancer. Et, euh, et c'était pourquoi? Mais parce qu'à quelque part, ils sont complètement acides dans leur corps. Donc, cette acidité-là fait que leur conscience, ils ne sont pas capables de faire venir à eux l'énergie tellurique dans leurs jambes, dans leur corps, parce que justement, ils sont comme pas conducteurs. Et c'est intéressant de comprendre ça parce qu'ils vont dire évidemment qu'il y a tout un travail donc de libération, quelque part, de l'acidité du corps, mais aussi de prendre conscience que cette acidité-là, elle est construite par quoi? Elle est construite par des émotions, par des pensées qui ne sont pas appropriées, etc. Donc, il y a tout un processus, effectivement, de nettoyage qui doit être fait pour pouvoir arriver à favoriser un plus grand enracinement. Et cette personne-là qui m'avait donc appelé pour me dire qu'elle avait eu le cancer plusieurs années précédemment, et là, elle l'avait de nouveau. Et là, elle m'avait demandé de faire un travail à distance sur elle, puisqu'elle était assez loin de chez moi. Et je lui avais dit que j'allais bien sûr lui faire, puis c'est ce qui s'est fait. Et ce que j'ai observé, c'est que tout au long du soin, j'ai constaté quelque part que cette personne n'arrêtait pas de me dire « Arrête, ça ne sert à rien. Arrête, tu ne pourras pas m'aider. Arrête, c'est fini, etc. » Alors moi, j'ai pas voulu tenir compte de cette information-là, donc j'ai cherché par diverses situations, par diverses actions, à amener un changement dans le champ énergétique de cette personne-là parce que je ne voulais pas me laisser influencer par cette information-là parce que je trouvais quelque part que ça pouvait l'amener à la condamner en quelque part, à me dire, ah ben finalement, il n'y a rien à faire, on arrête tout ça, puis, etc. Alors, j'ai vraiment voulu poursuivre. Mais finalement, il s'est avéré que cette personne-là est décédée je pense 2 jours plus tard. Les médecins étaient très étonnés parce qu'évidemment, les médecins avaient la capacité de pouvoir lui dire qu'elle avait peut-être un an à vivre, par exemple. Et là, elle était décédée en genre 48 heures. Et à quelque part, ce que j'ai observé par la suite, c'est que lorsqu'une personne qui est dans une situation de maladie, une situation en quelque part où elle pourrait, où elle a comme un choix entre la vie et la mort, j'ai constaté que dans les gens qui sont prêts à mourir, à quelque part, on arrive à constater que l'énergie avec laquelle je suis en interaction avec elle est beaucoup plus difficile à redonner une organisation évolutive, harmonieuse, ou un sentiment quelque part où on sent que le potentiel santé redevient présent. Ça devient beaucoup plus difficile à arriver, donc à donner. C'est un peu comme si la conscience de l'individu devenait comme si elle répondait à d'autres règles, d'autres lois, comme si elle quittait quelque part un peu le corps de la personne, puis qu'elle commençait donc déjà à se relier à un autre niveau de conscience et qu'elle était déjà moins présente à la matière. Et ça, c'est quelque chose que j'ai observé à plusieurs reprises dans des diverses consultations que j'ai pu avoir avec des gens. Donc, c'est quelque chose quand même qui est intéressant à comprendre, évidemment, c'est que quelquefois, quand une personne a atteint un niveau où elle a conscience quelque part que la vie est en train de la quitter, c'est un peu comme si elle ne répondait plus de la même façon que chez des gens qui ont envie encore de vivre sur Terre, etc. Donc ça, c'est un autre élément que j'avais envie de vous partager. Et il y a une autre question qui m'a été posée, je crois. L'enfant abandonné à 8 ans aura-t-il un comportement de 8 ans lorsqu'il revivra l'abandon à l'âge adulte? Ben oui, il y a plusieurs réponses à ça. Comme je disais tantôt, on est un cerveau, on est un adulte, en fin de compte. On a nous enseigné en tant que l'humanité, finalement, tous les êtres humains, on leur enseigne à être un adulte, c'est-à-dire à se comporter comme un adulte. Se comporter comme un adulte ne signifie pas qu'on soit adulte. Ça signifie qu'on est comme un adulte. On fait ce qui doit être fait pour que tout le monde socialement nous dise on est adulte. Et si on commençait à se comporter comme un enfant, on serait jugé et on se ferait dire cette personne n'est pas un adulte, elle se comporte comme un enfant. Donc, on est tous confrontés à devoir faire du mimétisme, pourrait-on dire, de faire ce que les autres font. Alors, quand on regarde socialement parlant,
à quelque part ce qui se passe dans le monde actuellement, on voit bien quelque part que le comportement adulte, c'est pas parce qu'on est un homme ou une femme qui a un certain âge qu'on va être inévitablement mature dans notre façon de nous comporter dans les situations adultes. Il suffit de regarder les conflits dans le monde, à quelque part, où on voit bien que c'est pas des comportements nécessairement adultes qui vont animer ces situations-là tout le temps. Donc, pour revenir sur cette question-là, bien évidemment, l'enfant abandonné à l'âge de 8 ans a l'expérimentation en tant qu'enfant de 8 ans de l'expérience de l'abandon de l'enfant de 8 ans. Et quand il va y avoir une situation d'abandon qui va se manifester dans la vie d'un adulte, il y a des chances que ça éveille les mêmes émotions et les mêmes expériences émotionnelles que ce qui était vécu à l'âge de 8 ans. Ce qui veut donc dire que l'adulte va perdre ses repères, va perdre sa stabilité. Il va se retrouver dans une expérience où il ne maîtrisera pas autant l'adulte qui est en lui parce que, quelque part, il va constater que l'enfant est en train de prendre plus d'importance qu'il ne le voudrait. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Puis même, moi, j'ai vu des gens qui vont carrément revivre, ils vont carrément se comporter comme l'enfant. Mais là, c'est évidemment dans des situations où les personnes sont moins unifiées. C'est-à-dire que quand on touche l'aspect psycho-émotionnel, qu'est-ce qu'on va constater? C'est que moi, en tant qu'être humain, qu'est-ce qui fait que je suis un être équilibré? C'est que j'ai une identité assez forte pour être capable de gérer la multiconscience qui est en moi. C'est-à-dire que tous les états de conscience sont en moi. Je suis capable de les garder dans une forme d'unité à l'intérieur de moi-même. Moi, ce que j'ai observé, comme dans les cas de psychiatrie, par exemple, parce que j'ai eu la chance de travailler, je ne suis pas psychiatre, j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui avaient été identifiés comme étant des cas psychiatriques. Et ce que j'ai observé chez ces personnes-là, c'est qu'ils se retrouvent dans une identité faible avec une multiconscience, c'est-à-dire avec plein de personnages qui sont en eux. Et ces personnages-là, évidemment, qui sont en eux, comme ils n'ont pas une identité forte, l'état de conscience qui va émerger en eux va finalement faire en sorte qu'ils vont avoir l'impression d'être possédés par un des états de conscience qui vont prendre toute la place. Et eux-mêmes vont avoir l'impression d'être carrément possédés. Je pense à une personne qui avait pris beaucoup de drogue, il faut bien le dire, et elle avait donc vécu des traumatismes importants aussi. Elle avait eu son frère jumeau qui était décédé, donc il y avait beaucoup d'éléments de souffrance qui n'avaient pas aidé à développer son identité forte. Puis la drogue aussi avait contribué aussi, bien sûr, à dissoudre un peu son ego. Et cette personne-là, elle avait une souffrance, et cette souffrance-là se manifestait sous le nom de Hitler. Alors, vous comprendrez qu'à chaque fois qu'il entendait les cloches d'une église, il éveillait en lui, à quelque part, la souffrance qui se manifestait sous la forme d'Hitler. Pourquoi? Mais parce que son frère s'était suicidé dans une église catholique. Et lui, évidemment, une voix inconsciente, avait attribué la mort de son frère comme étant associée donc aux Juifs. Et quand il entendait les cloches de l'Église, il reconnaissait quelque part que les cloches de l'Église, pour lui, symbolisaient, donc les Juifs, ils symbolisaient la cause de la mort de son frère. Et à ce moment-là, il avait comme construit à son insu l'énergie d'Hitler, qui était une énergie de colère qui était en lui et qui se manifestait à travers cette énergie de Hitler. Et là, les gens ils avaient tous bien peur parce qu'ils se disaient, mon Dieu, il est possédé par Hitler. Ce qui n'était pas nécessairement juste. Il était possédé par de la souffrance. Et la souffrance se manifestait sous le nom d'Hitler. Vous voyez la nuance? C'est là que c'est important de comprendre justement la logique de la pratique intuitive, justement, puis comprendre quelque part c'est quoi les enjeux, sinon on se laisse un peu impressionner par ce qu'on voit, ce qu'on observe, et si on n'est pas intuitif, on peut se laisser vraiment avoir là-dedans. Est-ce que l'identité se renforçait avec l'ancrage? Bien sûr que ça fait partie du processus. Comme je disais tantôt, c'est que dans les cas psychiatriques, l'identité est faible, donc on n'est pas capable de ramener tous les morceaux dans la même pièce. Donc, ça, c'est un élément important. Et comment on va arriver à renforcer l'identité? L'enracinement va permettre de faire un travail pour justement à développer une plus grande conductibilité dans notre corps et plus grand sentiment d'unité. Mais c'est certain que quand on a des traumatismes émotionnels importants, ces traumatismes émotionnels vont contribuer à dissoudre nos frontières de l'ego, puis à permettre à ces états de conscience-là de pouvoir émerger en soi et qui vont prendre possession de nous, à quelque part. Et ça, c'est beaucoup associé donc à ce qu'on appelle les entités ou les cas de possession. Et c'est certain qu'à ce moment-là, évidemment, il y a une démarche d'apprentissage, d'apprivoisement de ces énergies-là. Comprendre d'une part que ce sont des messagers, même si on peut dire qu'il y a une entité qui est méchante, qui veut mon mal, il faut comprendre que cette entité-là, elle est là
c'est un messager. Elle est un messager, peut-être qu'on ne va pas entendre le message qu'elle veut nous donner, mais c'est un messager, c'est-à-dire qu'on est en interrelation avec cette énergie-là. Et si on est en interrelation avec cette énergie-là, on doit apprendre à reconnaître qu'elle a un message à nous donner et qu'on doit apprendre justement à faire un travail d'ouverture envers ça pour se donner l'opportunité de ne plus être en combat avec l'énergie en question, mais d'apprendre à faire la paix et l'harmonie, puisque la paix et l'harmonie vont renforcer mon identité et vont me permettre de me dégager du combat intérieur que je vis avec cette fameuse énergie-là. C'est ça qui va nous ramener vers le renforcement de l'identité qui est si important dans la pratique intuitive. Alors, j'espère que j'ai répondu à la question. Maintenant, on va aborder ce que j'appelle les techniques d'élévation vibratoire, parce que dans la formation sur la spirale évolutive qui va avoir lieu bientôt, en fin de compte, ce que je dois vous dire, c'est qu'il y a eu des propositions qui m'ont été faites au niveau des enseignements de la formation sur la spirale évolutive que je devais donner très bientôt. Et finalement, elle a été remise un peu plus tard, puisque je vais donner des enseignements en présentiel, tant pour le Québec que pour l'Europe. Donc, je pense que ça va être avantageux, évidemment, pour chacun d'attendre ce moment-là. Puis, la technique d'élévation vibratoire, c'est une des 3 techniques qui sont proposées pour soigner les chakras. Donc, la première, c'est l'aspect énergétique, hein, c'est travailler sur des techniques énergétiques pour favoriser un équilibre des chakras en intégrant évidemment la pleine conscience intuitive. Il y a une deuxième pratique qui consiste à travailler sur les chakras, mais en reconnaissant qu'il existe plusieurs états de conscience. Ce qu'on a vu tout au long de la conférence, on reconnaît justement que ces états de conscience-là peuvent empêcher le développement de notre rayonnement intérieur. Donc, tout un travail d'apprentissage pour travailler sur les chakras et de travailler sur les états de conscience qui habitent notre être pour favoriser une plus grande harmonie avec nous-mêmes. Et il y a un troisième volet qu'on propose de travailler sur les chakras d'un point de vue plus spirituel. Et ça met en évidence cette notion de technique d'élévation vibratoire qui donne un petit peu des éléments de comment on peut faire pour voyager dans la multiconscience. Donc, je veux faire un petit hommage ici à France Blanchette, qui est une guérisseuse parisienne qui m'a enseigné une technique que moi j'appelle la technique d'élévation vibratoire. Je ne sais même plus comment elle pouvait l'appeler, mais c'est une technique très simple puis qui m'a beaucoup apporté parce que ça m'a permis de faire une synthèse de beaucoup de choses que j'avais apprises, mais je n'arrivais pas à donner comme un genre de cadre, un cadre finalement global à tout ça. Et cette femme-là m'a donc proposé une technique très simple que j'ai appris. Elle donnait un enseignement de week-end de 2 jours, alors que j'avais suivi des enseignements beaucoup plus longs précédemment, mais c'était une clé pour moi qui était présente. Et je vais donc faire hommage à France Blanchette. Donc, cette technique-là, finalement, elle consiste justement à reconnaître que moi, en tant qu'être humain, je suis dans une forme de spirale. La spirale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma conscience, elle peut s'éveiller à des niveaux de conscience plus subtil. Ça veut dire que de mon corps physique, je peux accéder à un champ énergétique qui représente donc finalement ce rayonnement biolumineux des cellules. Je peux accéder donc à une conscience émotionnelle qui peut me mettre en relation donc avec la mémoire émotionnelle qui anime l'être que je suis. Je peux me mettre en relation avec un univers mental qui peut me mettre en relation donc avec les pensées, les croyances qui peuvent animer l'être que je suis. Le causal qui va me mettre en relation donc avec les mémoires d'autres vies qui résonnent avec mon être. Et ensuite, il y a l'âme qui va donc me libérer du connu, pourrait-on dire, du connu humain, pour accéder justement à la lumière pure. Alors, toute la démarche justement de l'élévation vibratoire consiste justement donc à favoriser cette élévation afin de pouvoir justement apprendre à voyager dans chacun de ces champs de conscience-là, puis constater que ces champs de conscience-là sont des univers en soi, qui sont des univers qui sont animés par une somme d'informations importantes et qui vont me permettre justement, avec l'apprentissage, d'être capable de faire un travail dessus pour justement m'équilibrer, pour que l'alignement entre l'âme et mon corps physique puisse se faire le plus harmonieusement possible. Alors, c'est dans ce sens-là, évidemment, que cette idée de faire ce type de pratique-là nous permet de constater que quand on est aligné, l'influx de l'âme va se faire sans heurte jusqu'au corps terrestre. Et ensuite, du corps terrestre à l'âme, il n'y aura pas de perturbation ou de déséquilibre. Quand on arrive justement à cette étape-là, ça veut donc dire justement qu'on est dans une position d'alignement véritablement. Très souvent, quand on fait un travail comme celui-là, que ce soit sur un partenaire ou comme moi j'en ai fait souvent aussi sur des personnes, on va constater que cet alignement-là ne se fait pas avec facilité. Il va y avoir des perturbations qui vont se faire. Par exemple, l'influx de l'âme, on veut le faire descendre jusqu'au corps physique d'une personne et on constate que ça bloque au niveau causal, ce
ce qui veut donc dire que la personne a un contenu mémoriel associé à d'autres vies qui viennent perturber quelque part son équilibre. Donc, on peut aller chercher de l'information là-dessus, faire de la lecture intuitive, des programmations et soins pour libérer ça. On peut constater que ça bloque au niveau mental. Donc, c'est beaucoup les croyances, les pensées, la façon que la personne pense, qui peuvent empêcher cet élan-là. Donc, encore là, on va faire un travail de lecture intuitive, des programmations et soins pour rétablir ça. On peut constater qu'au niveau émotionnel, il peut y avoir des perturbations, des déséquilibres qui peuvent être présents également. Donc là aussi, on va chercher justement à communiquer avec ces émotions-là, les mémoires émotionnelles qui sont là, déprogrammer, soigner. On peut donc aussi constater qu'au niveau énergétique, ça peut coincer. Donc, on va travailler donc sur le champ énergétique, sur le rayonnement biolumineux des cellules pour les rétablir. Et ensuite, bien évidemment, on va ensuite voir comment ça s'exprime dans le corps physique. Donc, vous voyez, ça, c'est une façon de pouvoir constater justement que cette multiconscience-là, quelque part, c'est une autre façon d'aborder la multiconscience, c'est de constater que dans chacune de ces sphères-là que je viens de vous nommer, il y a un ensemble d'informations. Cet ensemble d'informations, c'est moi, au niveau mental, par exemple, qui va résonner avec un ensemble d'informations collectives. Moi, au niveau émotionnel, qui résonne avec un ensemble d'informations émotionnelles qui peut être associé à mon histoire personnelle, mais aussi associé aux mémoires d'autres vies, aux mémoires familiales. Donc, vous voyez que ce sont des univers en soi, chacun d'entre eux. Et ça nous ramène évidemment à la notion des corps subtils, qu'on retrouvait beaucoup dans les écrits ésotériques. Ça nous ramène également à ce qu'on appelle le corps astral. Le corps astral, c'est les émotions. Alors, dans la tradition ésotérique, on a souvent dit que dans le corps astral, bien évidemment, il y a des entités émotionnelles. Alors, évidemment, c'est exactement ce qu'on va observer dans cet univers-là. On va constater que des mémoires, moi je les appelle des mémoires émotionnelles, associées à mon histoire personnelle, mémoire familiale, mémoire d'autres vies. Ça englobe finalement ce qu'on pourrait appeler du bas et du haut astral, hein, en fin de compte, à ce niveau-là. Donc, vous voyez que c'est un peu une façon plus moderne, je dirais, de regarder les choses, puis de comprendre qu'encore là, la physique quantique, ce qu'elle nous dit, c'est qu'on peut concevoir que cet univers superlumineux est associé à des niveaux de conscience, à des fréquences, niveaux de fréquence, et que justement, en voyageant dans ces sphères-là, c'est un peu comme si on apprenait, nous, en tant que conscience, à voyager dans différents niveaux de conscience pour accéder à de l'information. Donc, c'est ça qui est un peu intéressant. Puis aussi de favoriser donc un équilibre de plus en plus important dans l'énergie d'une personne. J'ai une autre question. Je vais prendre le temps d'aller voir ce qu'il y en est. La résistance au changement est le frein principal de son potentiel futur. C'est une constatation qui est parfois désarmante pour moi. La résistance au changement est le frein principal de son potentiel futur. Je ne sais pas, parce que la résistance au changement, est-ce que c'est le frein principal de son potentiel futur? Moi, j'aurais plutôt tendance à te dire quelque part que c'est la peur de l'inconnu. Puisque finalement, la peur de l'inconnu, c'est basé sur quoi? C'est basé sur le principe que toute information qui circule en moi est un messager. Si c'est un messager, ça veut donc dire quelque part que je peux apprendre à écouter le message. Par exemple, si j'ai peur de mon futur, je peux prendre conscience que la peur de mon futur a un message à me dire. J'ai peur de mon futur pour telle et telle raison. Tu vois, je peux avoir peur de mon futur parce que j'ai peur de répéter les mêmes erreurs de mon passé. Donc, la question qui est fondamentale là-dedans, c'est qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Tu vois, c'est là qu'on touche l'aspect de déprogrammation. C'est là qu'on touche aussi l'aspect soin. C'est-à-dire que la lecture intuitive, c'est un constat qui va nous amener à constater effectivement qu'un potentiel futur limitatif qui va se répéter, qui n'est pas agréable, mais il a tendance à vouloir se répéter, puis un risque qui se répète dû au fait qu'on n'a pas fait un travail sur soi. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer ça. On peut changer ça justement en acceptant l'idée que la somme d'informations qui m'habitent sont des messagers et que ces messagers-là, si je cherche à leur tendre la main, bien, je peux collaborer avec eux pour amener une transformation qui va favoriser donc un équilibre de plus en plus important. Donc, je comprends quelque part, ça peut être désarmant d'avoir cette impression que la résistance au changement va m'empêcher d'accéder à mon potentiel futur, mais ça, c'est une croyance. Je dis ça pourquoi? Parce que le mental, notre cerveau est en plein développement actuellement. Les neurosciences sont en plein développement. Ils apprennent plein de choses sur le cerveau qu'on n'avait pas compris auparavant. La physique quantique est en plein développement. On est dans un ère, à quelque part, où il y a un éveil potentiel chez l'être humain qui est assez exceptionnel, dû à toutes ces prises de conscience qui se font. Et je pense que c'est important, à quelque part, que cette notion de super pouvoir dont j'ai parlé dans la première conférence soit bien comprise aujourd'hui pour comprendre, à quelque part, qu'on a des super pouvoirs. On ne les utilise pas, mais on a des super pouvoirs. Et que si on commence à reconnaître que ces super pouvoirs-là peuvent nous amener à changer des choses dans notre vie, ben, je pense qu'on a des positions très favorables aujourd'hui
pour se rendre réceptif à cette idée-là. Parce qu'avant, on était beaucoup trop dans un mental figé. On était prisonnier de notre idée, quelque part, qu'on était fait de chair et d'os, qu'on était un corps, on était en matière. On avait comme une espèce de regard sur la spiritualité qui était un regard où on ne comprenait pas grand-chose. On ramenait ça, bon, à l'ésotérisme, aux religions, etc. Maintenant que la science est en train de nous apporter des réponses sur plein de choses, je pense que ça nous amène à avoir vraiment un regard différent. Et ce regard différent-là doit nous amener nous-mêmes à comprendre ce regard différent-là. On doit l'intégrer dans notre regard nous avons avec notre cerveau. Notre cerveau est lent. Notre cerveau n'a pas été éduqué. Notre cerveau a appris comme il a pu apprendre. On ne savait pas comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, les neurosciences nous permettent de mieux comprendre ces choses-là. On peut penser et on peut espérer qu'avec le temps, les enfants vont pouvoir bénéficier de ces connaissances-là qui vont faire que leur développement de leur cerveau va pouvoir se faire d'une façon plus appropriée. Et on va être plus capable de comprendre ce qu'est le potentiel futur. On va plus être capable de comprendre comment le cerveau peut se rendre réceptif à ces potentiels évolutifs. Parce que justement, on va être moins prisonnier de plein de croyances fausses. Par exemple, je reviens avec les gènes. Il n'y a pas très longtemps, on disait que les gènes, c'était figé. Et là, on a compris à quelque part que ça ne l'est pas. Donc, on est vraiment dans un processus d'évolution et je pense qu'on doit vraiment s'ouvrir à cette évolution-là en reconnaissant justement qu'on est fait de lumière et que si on est fait de lumière, ben, quelque part, la lumière ben, peut faire tout. Elle peut tout faire. Et cette idée qu'on puisse résister à un changement, ben, ça veut donc dire qu'on résiste au changement parce qu'on a peur. On a peur de quelque chose. On doit définir de quoi on a peur. Ça, c'est la pleine conscience intuitive est intéressante pour nous amener à devenir conscients des messagers qui sont en soi, nous amener à déprogrammer, puis nous amener à nous soigner. C'est là qu'on arrive justement à se sortir de ces situations-là. L'important est de se sortir de sa zone de confort, surtout dans la démarche intuitive. Je pense qu'on a souvent, moi, ce que j'ai observé dans ma pratique, c'est que les gens veulent toujours des protocoles. Les protocoles, c'est quelque chose de figé. Et ils veulent bien quelque part qu'on leur dise exactement toujours quoi faire et qu'on répète toujours la même chose. Dans la démarche intuitive, on va donner des clés, on va donner des cadres, on va donner à quelque part des occasions pour les gens de pouvoir bien cerner comment le développement intuitif peut se faire. Mais si on est toujours en train de faire les mêmes protocoles, on tombe dans nos pantoufles. Et quand on tombe dans nos pantoufles, on s'éloigne justement de la démarche intuitive. La démarche intuitive, c'est une capacité à notre cerveau de se rendre conscient qu'il est constamment animé par une conscience qui est multiple et qui lui permet quelque part de découvrir finalement qu'il est animé par plein d'informations qui lui font avancer, qui lui font progresser, qui lui font cheminer. Alors, je pense que c'est ça, quelque part, qu'il faut comprendre de cette situation-là. Alors, je m'excuse pour le soleil. J'avais fermé des rideaux, mais je n'avais pas prévu que le soleil allait changer de déplacement. Donc, j'ai plus de lumière que prévu. Je vais juste me déplacer comme ça pour que vous puissiez me voir. Donc, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui concernant donc l'ensemble de ce qui était le sujet du jour. Comme vous savez, j'avais pas prévu faire une démonstration avec une personne de la salle. Si quelqu'un veut bien se présenter, on pourra prendre le temps de regarder un petit peu cette fameuse technique d'élévation, comment ça peut se mettre en pratique. Donc, je vais regarder quelle est la première personne qui s'est présentée. OK. Louise Laporte, quand tu t'es présentée, Louise Laporte, c'était parce que tu voulais bénéficier d'une consultation, de l'expérimentation, c'est ça? Parce que la première personne, c'est Louise Laporte, mais elle me dit Louise Laporte. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'elle voulait donc, oui, OK, c'est ça. Donc, ça va être Louise qui est donc la première personne. Est-ce que tu as une demande particulière ou je me laisse simplement guider par ce que je vais percevoir, Louise? Guidé. OK. Bon, alors, je prends le temps de regarder un petit peu globalement alors, ce que je perçois de toi. Donc, la première étape, évidemment, dans la pleine conscience intuitive, c'est toujours la même chose. Quelle que soit la façon que je vais aborder la pratique intuitive, c'est toujours de me mettre en relation avec la personne et d'utiliser donc la grille de lecture que je compte utiliser. Par exemple, sur les chakras, bon, c'est la grille de lecture des chakras. C'est donc cette notion d'aliment de l'âme, c'est de regarder d'un point de vue de l'âme face au corps physique, voir un petit peu comment ça se manifeste globalement chez la personne. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour faire un petit peu changement par rapport à d'autres fois que j'ai fait avec vous.
Toi, Louise, ce que je te dirais, c'est que quand on regarde l'alignement entre l'âme et le corps physique, il y a l'aspect émotionnel qui ressort. C'est un peu comme si je sentais que tu avais accès. euh, c'est un peu comme quelqu'un qui a beaucoup d'informations provenant de mémoire d'autres vies. Pour moi, quelque part, c'est quoi? C'est un peu comme une épuration. Tu sais, quand on fait de l'épuration, il y a des cycles dans la vie et des fois, des cycles qui font qu'on a l'impression, quelque part, de recevoir beaucoup d'informations qui viennent de l'inconscient, pourrait-on dire ça comme ça, et qui nous amènent à vomir. Ça, c'est pour moi, c'est l'aspect émotionnel qui ressort. Quand je te dis vomir, c'est un peu comme je suis écœuré. Ça m'écœure. Ça m'écœure parce que quelque part, j'ai l'impression justement que c'est un peu comme quelqu'un qui essaie de se lever debout et qui a constaté quelque part qu'à mesure qu'elle essayait de se lever debout, plutôt que de lui donner raison, plutôt que de la reconnaître, plutôt que de l'accueillir dans ce qu'elle exprime, dans cette idée de se tenir debout, on l'a à quelque part fait tomber, un peu comme une forme de trahison. Et la trahison, à quelque part, a été comme finalement même un peu dure, dans le sens que les gens ont peut-être été durs aussi envers, en tout cas, c'est ce que Louise a peut-être pu expérimenter. Alors, c'est ça un petit peu que je sens dans un premier temps concernant l'information. Alors, c'est sûr que d'un point de vue énergétique, c'est que quand j'observe l'alignement de l'âme vers l'aspect causal, il y a donc une somme d'informations comme s'il y avait quelque chose qui se libérait au niveau des mémoires d'autres vies et qui venait créer au niveau du mental une forme de privation. Le mental a des croyances qui sont reliées à la privation, comme si on n'avait pas le droit quelque part d'être nous-mêmes, d'exister tel que l'on est. Donc, on est obligé de jouer la comédie. Et jouer la comédie, ça se manifeste à travers des comportements qui sont en désaccord avec qui on est. Et parce qu'on est en désaccord avec qui on est, on en arrive à vomir son être, à vomir quelque part d'écœurement le comportement qu'on a, puisque c'est un comportement qui est en désaccord avec soi. Tu vois? C'est ça un petit peu que je sens qui ressort clairement de la première action que je perçois de toi. Alors, je ne parle pas de l'aspect énergétique parce que quelque part, c'est comme si l'énergétique avait comment dire, comme une forme de c'est un peu comme s'il y avait une forme de protection, je dirais, entre l'aspect émotionnel et l'aspect énergétique. Mais ça, on va y revenir. Je vais te demander simplement comment tu reçois ça, Louise. Alors, Doris qui me dit, c'est bizarre, c'est comme si tu parlais de ce que je vis. Ce qui arrive souvent en groupe comme ça, évidemment, c'est de faire des lectures, puis plein de gens puissent raisonner avec l'information qui est transmise. On va voir si ça parle à Louise. J'ai eu un mal de ventre pendant que tu parlais. Donc, ça semble, tu te reconnais dans ce que je viens de te dire, donc, si je comprends bien. Oui, OK. Donc, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que l'action que je vais essayer de faire, c'est de chercher l'aliment, c'est finalement de favoriser l'expression de l'âme jusqu'au corps physique pour voir un petit peu comment ça va bouger. Donc, ça veut dire que je vais essayer de rétablir un petit peu plus l'énergie par rapport à ce que je percevais dans un premier temps et je vais te dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Là, ce qui est intéressant avec ce que je perçois de toi, Brigitte, par rapport à ça, Louise, excuse-moi, euh, c'est que quand j'essaie de faire descendre l'énergie vers ton corps physique, il y a vraiment comme une résistance à faire circuler l'énergie dans ton champ énergétique et dans ton corps physique. C'est comme c'était ça que j'observais. Puis cette résistance-là, elle provient du fait un peu comme quelqu'un qui veut tout garder au niveau inconscient. Tu vois, quand on garde tout au niveau inconscient, qu'est-ce qu'on fait? On veut garder les apparences. Parce que l'énergie, quand on parle du champ énergétique puis du corps physique, on parle d'intégration dans la matière. Hein, c'est-à-dire que si moi je rencontre quelqu'un dans le monde physique et je dis, mon Dieu, tu as donc bien l'air bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble que tu n'es jamais vu aussi rayonnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, à quelque part, elle a fait un certain travail sur elle-même, puis elle a donc intégré ce changement-là à travers elle, puis elle dégage le bien-être, elle dégage l'harmonie. Donc, on va reconnaître qu'elle semble bien, cette personne-là. Il y a eu changement chez elle. Maintenant, quand on refuse l'énergie de circuler dans notre champ énergétique ou dans notre corps physique, mais c'est un peu comme si on rejetait quelque part cette idée qu'on veut que ce soit apparent. On ne veut pas quelque part assumer cette énergie-là, parce que l'assumer, ben, ça serait aussi, ça implique à quelque part toute la douleur. Tu sais, quand on dit la douleur, de dire, ben, je vais devoir m'isoler.
Hein, par exemple, quand on dit je vais devoir quitter un village parce qu'on m'a abandonné, parce qu'on m'a rejeté, parce qu'on était méchant avec moi, on était déjà avec moi, je vais devoir quitter ces gens-là, même si je les aime, parce que je vais voir, je constate ces gens-là quelque part, ben, si je resterais là, ils pourraient même me tuer, donc je vais devoir quitter. Alors, tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là que je sens chez toi, comme si, effectivement, descendre dans ton champ énergétique, dans ton corps physique, c'est douloureux, ça fait mal, parce que ça te fait expérimenter quelque chose qui est de l'ordre de ça suffit. Ça suffit, ça veut dire quoi? Si quelqu'un me tape la tête, un marteau sur la tête, je peux dire ça suffit. Mais s'il continue, ben, je peux dire ça suffit, mais ce n'est pas suffisant. Si je lui dis je vais m'en aller si je continue, puis continue, ben, je m'en vais. Je m'en vais, même si c'est douloureux de m'en aller, parce que cette personne-là, je suis convaincu que j'aurais peut-être pu arriver à trouver une entente avec elle. Mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc, je dois quitter. Et si je quitte, ben, quelque part, je vis une certaine forme de position où je peux me sentir rejeté, je peux me sentir quelque part abandonné. Il y a plein de choses que je peux vivre là-dedans. Et je pense que quelquefois, bien évidemment, l'être humain qu'on est a peur de ces expériences-là parce qu'évidemment, on essaye, on a appris, en tous les cas, à trouver toujours une forme d'entente, une forme d'espace juste, essayer de trouver l'entente qui permettrait de préserver ce qui est là. Et je pense que c'est peut-être ça que tu souhaiterais, toi. Et puis je pense que malheureusement, que quand on descend dans notre énergétique, dans notre corps physique, ce qu'on constate, c'est que ça fait mal. Ça fait mal ce qu'on nous a fait, ça fait mal. Et parce que ça fait mal, on ne peut pas juste dire ça fait mal. On se dit, ben ça fait mal, puis j'ai plus envie d'avoir mal. Je suis obligé donc de dire, mais si j'ai plus envie d'avoir mal, je vais devoir prendre soin de moi. Et si je prends soin de moi, ben, je vais devoir faire des actions qui vont m'éloigner de la souffrance qui m'est donnée. Tu vois, c'est ça un peu que je sens de ce que je perçois de toi. Et que quand on arrive justement donc à amener une circulation énergétique plus grande dans ton champ énergétique, dans le corps physique, ben quelque part, c'est assez. J'en ai assez. Tu vois, il y a comme une forme de colère qui s'exprime. Je ne dis pas que tu dois te mettre en colère contre les gens, mais je te dis que la colère doit être un moteur qui te permet de te dire j'en ai assez, j'ai plus envie qu'on me fasse du mal. Donc, j'ai besoin de me retrouver dans une position où je vais me protéger. Me protéger, donc, pour ne plus avoir cette position-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Louise. Cela fait travailler les entrailles, pas tard, j'ai peur d'être qui je suis. Oui. Alors, ben c'est ça. C'est que là, évidemment, l'idée, tu vois, tantôt on parlait d'ancrage. Dans ton cas, l'ancrage, c'est intéressant parce que l'ancrage, c'est un mouvement qui part des pieds pour monter jusqu'au cœur, par exemple. Hein, la première étape de l'enracinement, c'est beaucoup cette relation avec la Terre. Et la Terre, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle nous permet de nous supporter davantage dans la matière, de mieux être connectés avec l'incarnation de l'être que nous sommes. Puis l'incarnation de l'être que nous sommes, ben, à un moment donné, on peut toujours se dire, ben, moi, je veux que les autres me comprennent. Mais si les autres ne me comprennent pas, puis que je reste là, ben, ils vont continuer à ne pas me comprendre. Si je me dis, bon, ils ne me comprennent pas, mais moi, je me comprends, puis moi, j'ai envie de me retrouver avec des gens qui vont me comprendre, ben, à un moment donné, je dois peut-être quitter une situation avec des gens qui ne me comprennent pas pour me tourner vers des gens qui vont me comprendre. C'est ça un peu que je sens de cette position-là. Puis c'est ça qui est douloureux, parce que ça touche à quelque part l'ancrage de la femme qui est deux pieds sur le sol, puis s'il dit, ben moi, j'étais convaincu que j'allais être là jusqu'à la fin de mes jours, par exemple, puis qui se rend compte qu'elle va devoir finalement prendre ses pieds puis se diriger dans une autre direction parce que ça ne lui convient pas ce qui est proposé là. Tu vois, c'est ça un petit peu que je sens de ça, Louise. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord avec ça? Donc, est-ce que tu as des questions avant qu'on termine? Parce que c'est un petit peu la présentation que j'avais envie de faire avec toi à ce sujet-là. Quelle direction? Tu veux dire, quelle est la direction que tu devrais prendre? Ben, moi, je te dirais quelque part que, bon, euh, quand on souffre à quelque part, ben, on peut rester dans la souffrance ou on peut la quitter. Alors, moi, ce que je pense, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une souffrance pour toi que tu dois apprendre à reconnaître, qui est celle de se dire, ben, moi, j'ai plus envie de souffrir pour les autres, j'ai envie d'être heureuse pour moi. Être heureuse pour soi, c'est se protéger de la souffrance qui nous est adressée puis de partir. Alors, toi, comme il y a quelqu'un qui me dit, Guylaine, qui dit quoi les solutions pour Louise, c'est sûr que on peut pas, on peut faire une proposition. La proposition, c'est que Louise, d'une part, elle doit reconnaître, elle doit faire le deuil, premièrement, faire le deuil de ce qui est là. Faire le deuil, c'est qu'effectivement de constater qu'elle aimerait que les choses se passent d'une façon, ça ne se passe pas comme elle le souhaite, ça lui fait de la souffrance et de la douleur, et elle doit donc se protéger.
se protéger, ça veut dire quelque part de faire le deuil de ce qui est là pour se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie maintenant, moi, de reconnaître en moi, hein, qui va faire que moi, je vais me sentir bien, je ne me sentirai plus jugé ou critiqué ou je ne sais quoi, et je vais ensuite m'orienter vers des gens qui vont me ressembler. Donc, il y a un changement de direction qui m'amène à me dire, ben, je me choisis et je choisis des gens qui vont, à quelque part, m'apprécier puis m'aimer tel que je suis. Donc, j'ai l'impression qu'à travers cela, il y a une forme d'élan de la vérité. L'élan de la vérité, c'est de constater quand dans moi, je sens que j'ai une vérité. Il y a d'autres gens qui, eux, me disent que c'est pas que ma vérité n'est pas la leur. Je peux comprendre ça, mais moi, je n'ai pas à endurer leur vérité à eux. J'ai à endurer ma vérité puis à dire, ben, j'ai envie d'aller dans une relation avec des gens qui vont davantage correspondre à ce que moi j'ai besoin pour être heureuse. Alors, c'est là quelque part que la démarche va se faire. Alors, où les trouver, ces gens-là? Ben, tu sais, avant même de penser à trouver ces gens-là, il faut que toi-même, tu te trouves, Louise. Et te trouver, quelque part, c'est de commencer à prendre conscience qu'à l'intérieur de toi-même, il y a une femme qui s'est perdue. Elle s'est perdue à vouloir, justement, jouer la comédie, à vouloir mentir à elle-même parce qu'elle voulait plaire à des gens qui étaient autour d'elle. Donc, la première chose à se dire, c'est de dire, mais qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui ne me plaît pas? Et d'apprendre tout doucement à accueillir la femme que tu es. Non pas pour être aimé des autres, mais pour t'aimer toi. Et si tu t'aimes toi, ben à ce moment-là, tu vas pouvoir envisager de dire, ben, moi, ce que j'aime, c'est ça, 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 ça de moi. Et ce que j'ai envie d'avoir comme relation avec les gens, ça, c'est la deuxième étape, c'est ce genre de personnes-là. Donc, tu vas commencer à faire une déclaration en disant, ben, oye, oye, hein, jusqu'à maintenant, j'avais des relations avec des gens qui n'étaient pas adéquates pour moi. Et j'ai pris conscience que ça ne me convenait plus et j'ai le désir maintenant d'avoir des relations qui vont me permettre de m'épanouir. Et pour m'épanouir, j'ai besoin de personnes qui vont être de telle façon d'être avec moi. Donc, ça veut dire que tu vas commencer à reconnaître et accueillir quelque part tes besoins relationnels et à te donner l'opportunité d'affirmer tes besoins relationnels. C'est ça un peu que je dirais par rapport à ça, Louise. Est-ce que c'est bon? Merci à toi, Louise, d'avoir bien voulu participer à ça. Alors, évidemment, vous l'avez vu, c'est un échantillon, évidemment, de consultation. Alors, je vous donne un petit peu des informations, quelque part, pour vous guider un petit peu, pour un petit peu montrer la démarche aussi de l'alignement que l'on peut faire avec une personne. Donc, je suis dans la lumière, donc je suis plein de photons lumineux et de rayonnement. Donc, ça termine bien la conférence. Une chose que j'avais peut-être envie de vous dire avant de terminer plus rapidement, c'est que vous allez recevoir un mail avec le replay. Vous allez également recevoir une invitation pour des prix spéciaux. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont fait part de problématiques financières. Donc, j'ai voulu, je suis en train de toute façon de tout réévaluer à quelque part les formations que je donne, parce que j'en donne beaucoup. Et j'ai donc finalement décidé de faire une proposition qui va durer un certain temps, que je vais vous donner dans le mail que vous allez recevoir, avec des prix, à quelque part, qui, je pense, vont vraiment être des prix qui sont vraiment très intéressants. Sachez qu'en janvier, il va y avoir des ajustements qui vont être faits. Donc, ces prix-là que je vous fais sont les prix qui sont vraiment les prix comme vraiment les plus avantageux que vous pouvez avoir, puis que je vais donc vous envoyer. Vous allez pouvoir prendre le temps de regarder si ça vous intéresse ou pas. Évidemment, comme je dis, la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est bien beau la théorie, c'est bien beau m'écouter comme ça, mais c'est dans la pratique que ça se passe. Et il y a plusieurs formules d'enseignement qui vont vous être proposées, tant des formations de très, très, très petit niveau, des formations de quelques heures seulement, et qui ont quand même une certaine valeur, hein, je tiens à vous le dire, et des enseignements un petit peu plus élaborés, puis des enseignements encore plus élaborés, ainsi de suite. Donc, vous allez avoir vraiment le choix à travers les propositions que je vais vous faire. Et je vais vous envoyer ça donc très bientôt avec le lien du replay de la conférence de ce soir ou de cet après-midi, selon où est-ce que vous vous situez. Vous avez compris que moi, je suis en après-midi parce que le soleil, comme ça, ce n'est pas en soirée que ça se présente. Donc, écoutez, je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. À moins qu'il y ait des questions, je vais prendre le temps de regarder. Je n'ai pas vu passer. Pascal qui me dit, je n'ai pas reçu votre replay antérieur. Soit, Pascal, j'ai peut-être... envoie-moi un mail directement pour que je puisse vérifier qu'est-ce qui a pu se passer. Normalement, je devrais t'avoir dans mon mailing list. Il est possible que je vais donc vérifier ça. Mais tu peux m'envoyer un mail, puis on pourra régler ça en ce moment-là pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors, je vous remercie beaucoup pour la conférence de ce soir, d'avoir été présent. J'espère que vous avez apprécié. Et on se dit donc à très bientôt. Il y aura d'autres moments où je vous
proposer des événements comme ceux-là. Donc, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Passez une belle soirée ou une belle fin d'après-midi.